Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cet après-midi de colloque. Je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur Benoît Faraco qui a l'honneur de nous faire l'introduction de cet après-midi. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et merci à l'IRIS pour cette invitation. Je vais essayer de ne pas être trop long, on s'était dit une dizaine de minutes si ça vous va. Et puis malheureusement, je devrais m'éclipser avant la fin de la table ronde, mais je suis ravi de pouvoir assister à une partie de vos échanges. Euh, et c'est difficile pour moi euh, de commencer cet échange sans revenir en quelques instants, mais je crois que vous en avez déjà parlé un peu ce matin sur ce qui s'est passé à la COP 30, parce que je pense qu'on en tire un certain nombre de leçons euh, assez structurantes pour les 10 années à venir, tant dans le monde de la diplomatie climatique que dans le monde réel, et je vous expliquerai pourquoi je fais une vraie différence entre les deux. Et puis, je comprends que juste après, vous parlerez d'océan et de forêt. Et je pense que l'interaction entre, on va dire, notre incapacité collectivement à Belém à nous mettre d'accord pour consolider, d'une part, le régime climatique, mais d'autre part, accélérer dans la réduction des émissions, ouvre des perspectives qui sont quand même assez inquiétantes pour les années à venir. Et donc, je m'attarderai dans un deuxième temps à essayer de vous expliquer ce que je vois des enjeux. Je pense que je vais avoir une approche assez sombre aujourd'hui parce que, et j'en suis un peu désolé, mais parce qu'on revient avec l'équipe climat française de Belém avec un goût amer. Cette année, c'est l'année où on célèbre les 10 ans de l'accord de Paris. L'anniversaire officiel, ce sera dans quelques jours, le 12 décembre. Et il y a finalement deux manières de voir les choses. La première, c'est d'ouvrir les rapports des scientifiques et de se dire que tout est foutu, et c'est pas loin d'être vrai. Tant on comprend des dernières données scientifiques que notre capacité collective à rester en dessous de 2 degrés, voire de 1,5, qui est le seuil de référence pour éviter des effets trop importants du changement climatique, est en train de nous échapper. Et qu'en gros, si dans les 2 ou 3 années qui viennent, il n'y a pas des réductions massives d'émissions de gaz à effet de serre partout sur la planète, ça va être extrêmement compliqué. Il y a une autre manière de se dire que c'est trop tard, c'est quand on regarde le monde économique qui, depuis l'accord de Paris, depuis 10 ans, a profondément changé. Il y a 10 ans, si vous vouliez développer votre pays, où que vous soyez sur la planète, si vous vouliez en Afrique, en Asie du Sud-Est, donner accès à l'énergie à vos populations pour sortir de la pauvreté, la solution la plus évidente, c'était aussi la solution la plus polluante, c'était le charbon. C'était moins cher, c'était réparti à peu près partout sur la planète, c'est-à-dire que tout le monde avait plus ou moins une mine pas trop loin, un marché assez ouvert, donc pas d'enjeux géostratégiques comme on peut les avoir sur le gaz ou sur le pétrole. Et la super bonne nouvelle, 10 ans après, quand on regarde et qu'on essaie d'objectiver les choses, c'est que cette tendance, elle a complètement changé et qu'aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables qui, partout sur la planète, sont les plus compétitives et qui sont les nouveaux moyens de production qu'on est capable d'installer pour répondre à ces grands enjeux d'industrialisation, de développement de l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup de ressources naturelles, notamment d'énergie et d'eau, mais aussi de contribuer à sortir, notamment en Afrique où il reste plus de 500 millions de personnes sans un accès à peu près décent à l'énergie, de sortir des communautés entières de la pauvreté. Ce n'est qu'un exemple, mais en fait, l'accord de Paris et la transition écologique, elle est devenue inarrêtable. C'est-à-dire que malgré les turbulences, malgré les postures de certains acteurs, y compris aux États-Unis, on ne voit pas à date, et je pense qu'on ne verra jamais, de ralentissement dans la transition écologique chez les acteurs économiques. Ça bouge partout, on continue à investir massivement dans les nouvelles technologies, le stockage, les énergies renouvelables, les réseaux intelligents avec le développement de l'intelligence artificielle. On a trouvé des solutions assez innovantes pour réduire les émissions dans le domaine des transports avec la voiture électrique. Aujourd'hui, en Chine, une voiture sur deux vendue est électrique et ils iront sans doute plus vite que l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces solutions sont quasiment toutes au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, agir pour le climat, c'est faire de la croissance économique, faire de l'emploi et de la création de valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose
qui est assez positif et qui montre que on arrive globalement à avancer. Avec la difficulté collective qu'on a, c'est qu'on n'avance pas assez vite et donc on est en train de louper nos objectifs de température. Et ça a été le grand paradoxe de cette conférence, de cette COP30 à Belém. On avait d'un côté le monde réel, le monde de l'économie, le monde des collectivités territoriales qui par ailleurs commencent à subir les impacts du changement climatique, qui étaient très engagés, prêts à aller faire plus, à aller plus vite, à continuer à investir. Et de l'autre côté, des négociateurs qui étaient très crispés et profondément conservateurs, ce qui explique sans doute qu'on n'a pas réussi à avoir un accord à Belém à la hauteur de ce qu'on souhaitait obtenir. Euh, et je pense que ça reflète aussi finalement une forme de basculement du monde. Si on regarde si on prend un pas de recul et qu'on regarde la photo globale de cette affaire, il y a 10 ans, les États-Unis n'étaient pas encore un grand pays producteur d'hydrocarbures. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui et ça explique, je pense, en grande partie les hésitations un peu régulières des différentes administrations, au-delà du contenu idéologique de ce que certains peuvent reprocher à la lutte contre le changement climatique. Mais c'est un changement, je pense, assez majeur dans la dynamique de ces négociations. Euh, il y a 10 ans, on était je pense, aussi relativement naïf dans la manière de regarder les impacts du changement climatique. Euh, et moi, je ne suis pas un scientifique, mais ce que je lis et ce que je comprends de ce que nous apporte la science sur le sujet, c'est que globalement, ça va beaucoup plus vite et beaucoup moins bien que ce à quoi on s'attendait. Le réchauffement, qui est de l'ordre de 0,1 degré, 0,2 degrés par décennie, commence à avoir des impacts un peu massifs sur l'économie mondiale. Si je prends l'exemple français, on a un secteur agricole qui est par exemple en crise depuis 5 ans, on va dire. Et cette crise, elle s'explique à la fois par le manque d'eau dans le sud du pays, par l'émergence de maladies animales qui, en fait, apparaissent à cause du changement climatique, simplement parce qu'elles sont transmises par des insectes qui ne vivaient pas forcément sous nos latitudes, ou en tout cas ne se comportaient pas de la même manière. C'est toutes les maladies bovines et ovines qu'on a vues ces dernières années. Euh, et en fait, on se rend compte quand on interroge nos partenaires que c'est à peu près partout pareil sur la planète. La littérature du GIEC nous dit globalement qu'avec lors de la dernière décennie, on a perdu globalement 10% de rendement agricole à l'échelle globale, ce qui explique sans doute aussi un peu des choses qu'on entend dans notre actualité, mais dans l'actualité d'autres pays, sur l'inflation des matières premières agricoles, sur le fait que depuis 3 à 5 ans, alors que dans les objectifs de développement durable, on s'était dit qu'il fallait éradiquer la faim d'ici 2030, on est plutôt en train de reculer. Et on voit bien que la prochaine décennie risque d'être porteuse d'impacts climatiques physiques qui vont avoir, à mon sens, des impacts assez majeurs sur un certain nombre de secteurs ou d'approches. Premier secteur, la souveraineté alimentaire. Ça va être très compliqué de mon point de vue quand on regarde ce qui se passe sur la planète et de manière assez uniforme. C'est-à-dire que ni les grands pays exportateurs que sont les États-Unis ou le Brésil, voire la Russie et l'Ukraine qui jouent un rôle quand même majeur dans le commerce des céréales aujourd'hui, ni l'Union européenne, ni l'Inde, qui a un énorme problème de sécurité et de souveraineté alimentaire, ni l'Afrique ne seront épargnés. Et que, en gros, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que si ça continue comme ça, on risque d'être dans des configurations où tant qu'on a une crise régionale chaque année, ça passe à peu près. Quand on en a deux ou trois, c'est-à-dire un problème en Inde, un problème sur la production de céréales en Russie et en Ukraine, et une grande sécheresse dans le Midwest américain, on risque d'avoir des tensions qui peuvent prendre une importance assez significative. Et ça, on ne l'avait pas totalement regardé, je pense, dans l'accord de Paris. Et je pense que ce sera un des enjeux majeurs de la prochaine décennie, qui n'a pas du tout été abordé à Belém. Et peut-être un dernier mot sur notre incapacité aujourd'hui à se dire qu'on va retrouver rapidement un chemin collectif pour essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est que je pense qu'on est aussi en train de vivre dans un moment de basculement du monde où, globalement, là aussi, si on se projette 10 ans dans l'avenir, dans 10 ans,
les États-Unis plus l'Europe ne devraient représenter plus que 15% des émissions mondiales au grand maximum. Et j'inclus les États-Unis volontairement parce que ma conviction est que malgré les hésitations politiques qu'on trouve dans ce pays, et notamment à cause de ce que je disais sur le fait que l'économie réelle nous entraîne quand même dans une tendance de réduction des émissions, euh, je pense que les États-Unis vont continuer à réduire leurs émissions, pas au bon rythme, pas assez vite par rapport à ce qu'il faudrait faire au regard des recommandations scientifiques. Mais ça veut dire aussi que l'avenir du climat, il repose globalement dans les mains des BRICS. C'est leurs émissions qui détermineront notre capacité à rester ou pas en dessous de 1,5 degré ou 2 degrés. Et d'une certaine manière, je pense que c'est assez effrayant parce que ça veut dire que nous n'avons plus totalement notre destin entre les mains. Ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 10 ans. La perspective qu'on avait, c'était un monde beaucoup plus équilibré où on avait deux grands géants émetteurs, les États-Unis et la Chine, le monde industrialisé qui était encore en responsabilité avec une capacité de faire, et ce monde industrialisé, notamment l'Europe, qui a réduit ses émissions de manière assez significative. Euh, Aujourd'hui a fait le job. Et je pense que quand on regarde la physique globale du climat, ça nous dit que globalement, nos enjeux de géopolitique et de diplomatie climatique, c'est maintenant de trouver des voies et moyens pour encourager des pays qui aujourd'hui n'ont pas vraiment envie de le faire, à court terme en tout cas, d'accélérer dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ces pays, c'est le Brésil, évidemment la Russie, mais la Russie est un acteur peut-être un peu à part dans cet univers-là, qui se positionne comme un pays euh, émergent, alors qu'en réalité, au titre du droit international de l'accord de Paris, c'est un pays industrialisé qui a aussi des responsabilités, notamment en termes de financement des pays du Sud, mais aussi l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite. Et c'est dans ces pays-là que se résoudra ou pas la crise climatique. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Je voudrais peut-être maintenant, et en quelques mots, pour ouvrir sur les enjeux, les enjeux océans et forêts qui vont faire l'objet de la table ronde à venir, euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les impacts du changement climatique, parce que j'y vois là des sources de tensions, de conflits qui sont importantes, mais aussi des opportunités en termes de résurgence du multilatéralisme et de la diplomatie climatique et plus généralement de la diplomatie environnementale. Ce que je disais tout à l'heure sur les impacts du changement climatique sur les questions de souveraineté alimentaire est sans doute effectivement l'un des points d'attention les plus importants pour les 10 prochaines années. Euh, je pense qu'on va, et c'est en train de se dessiner, et c'est notamment l'interaction qu'on a avec le Brésil sur la question de la forêt tropicale. Aujourd'hui, ces grands pays émergents que j'évoquais, auxquels on pourrait ajouter des grands pays comme l'Égypte, comme la Turquie, ce sont tous des pays qui connaissent un stress majeur en termes de souveraineté et de sécurité alimentaire. En d'autres termes, ils ne produisent pas assez par rapport à ce qu'ils consomment, avec une dynamique de population qui est quand même assez importante, une jeunesse qui est très active, mais pas vraiment la capacité de produire sur leur territoire les calories et les protéines dont ils ont besoin. Donc ça a créé un jeu de dépendance qui ont permis notamment à un certain nombre de pays, et le Brésil a à ce titre profité de cet avantage au cours des 20 dernières années, euh, pour s'engouffrer dans la brèche et tirer de la croissance économique à partir de cet état de fait. Il y a 20 ans, c'était impossible de discuter avec le Brésil de déforestation parce que leur stratégie était assez claire et assez évidente. C'était d'abord, et c'était les grands programmes du président Lula il y a 20 ans, sortir le Brésil de la pauvreté. Il y a 20 ans, le Brésil importait 70% de son alimentation. Aujourd'hui, ils sont super exportateurs et c'est eux qui fournissent en huile et en protéines la quasi-totalité des émergents. C'est avec le soja brésilien, c'est avec les huiles végétales brésiliennes que l'on donne à manger à toute la production de poulets, de vaches, de cochons des grands émergents, que ce soit en Arabie Saoudite, en Chine qui s'est dotée d'infrastructures massives d'un point de vue agricole pour assurer sa sécurité alimentaire. Vous avez peut-être en tête cette image des immeubles de 5 étages où on retrouve 1000 têtes de bétail par étage. Ça, c'est pas nourri à la base sur de la production chinoise, c'est nourri sur de la production qui est aujourd'hui brésilienne. Et si on tire le fil, c'est nourri sur globalement une partie de la déforestation qui a eu lieu en Amazonie. Si on se met dans une configuration où le changement climatique provoque des réductions de la production un peu partout sur ces zones-là,
Je pense qu'il y a deux grands phénomènes qu'on risque d'observer dans les prochaines années. D'une part, le seul endroit où il y a à peu près de la terre agricole accessible, c'est la forêt du bassin du Congo, c'est l'Afrique, dans laquelle on trouve, en fait, dans la zone tropicale, à la fois des minerais critiques, la possibilité de produire de l'alimentation pour les animaux et, euh, et de l'espace encore disponible pour cultiver. Euh, donc, de manière intéressante, on a beaucoup parlé de forêt à Belém, de manière assez intéressante aussi, cette grande question de est-ce que dans les 10 prochaines années, on va avoir besoin de détruire des écosystèmes pour produire à manger et répondre à ces impacts du changement climatique. Si on se reprend un degré de plus dans les 20 prochaines années, on aura le même problème, 20, 10 ou 20% de rendement en moins, et donc il faudra bien le compenser quelque part. Et ça, aujourd'hui, ça reste des sujets qu'on a beaucoup de mal à aborder parce que c'est des stress majeurs pour les pays. Et mon dernier point, pour prolonger la même logique sur les océans, vous savez qu'à Nice, on s'est beaucoup battu lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, sur les questions de régulation des pêches, de création d'aires marines protégées, de lutte contre la pêche illégale et illicite et non répertoriée. Et en fait, si on regarde ce qui s'applique à la forêt tropicale et à ce besoin de la protéger parce que c'est un puits de carbone, parce que c'est un écosystème majeur, ça s'applique aussi pleinement à l'océan. Et quand on regarde les deux zones vraiment ultra stratégiques, même si on pourrait en ajouter une troisième, que sont l'océan Indien d'une part, le Pacifique dans la zone d'influence de la Chine, mais sans doute aussi le sud de l'océan Atlantique, tout ce qui se passe à la frontière de l'Argentine, on voit un phénomène de pêche illégale, illicite et des phénomènes de surpêche qui sont tout à fait liés à cette question de la sécurité alimentaire et d'une forme de course aux protéines. En fait, l'océan est le deuxième relais. Vous avez deux options pour apporter des protéines à votre population en croissance démographique. C'est d'une part les terres agricoles qu'il faut aller conquérir sur des écosystèmes forestiers et d'autre part le fond des océans dans lequel on retrouve encore aujourd'hui de la protéine en grande quantité. Et je pense que ça, c'est aussi un des deuxièmes sujets qui va être extrêmement structurant dans les 10 années à venir si on regarde comment on essaye de réguler ces écosystèmes qui, en fait, alors l'océan et la forêt ne sont pas tout à fait sous le même régime juridique. La forêt appartient par définition à un État, l'océan n'appartient pas toujours à un État, même si on a essayé avec le traité BBNJ d'y apporter des règles. Mais en fait, on va se retrouver dans un moment de questionnement de la gestion de ce qui s'apparente à des biens publics mondiaux qui ne le sont pas tout à fait du point de vue du droit. Et je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs de la diplomatie climatique des prochaines années. Et le dernier point, et promis, je m'arrête là. De manière un peu analogue, une des grandes questions qui va se poser à nous dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est le comportement qu'aura la communauté internationale face aux techniques de modification du climat et notamment à la géo-ingénierie. Très clairement, on est là aussi dans un monde qui, pour l'instant, n'arrive pas à réduire les émissions, où le grand enjeu des émissions de gaz à effet de serre, c'est les émergents, et où il va y avoir une tentation à un moment d'aller essayer de jouer un peu au docteur Folamour en essayant de faire bouger des paramètres de l'atmosphère pour éviter les impacts du changement climatique. Là aussi, ça pose des questions de gouvernance qui sont aujourd'hui absolument pas résolues. Au-delà de tout ce que peut nous apporter la communauté scientifique sur est-ce que ces techniques, elles marchent, est-ce qu'elles ont des avantages, des inconvénients, comment on les gère. Et du point de vue français, on est très, très méfiant et très sceptique sur le potentiel de ces technologies. Mais c'est un débat qui arrive de plus en plus, qui arrive dans le GIEC qui se réunit depuis quelques jours à Paris. Et on voit bien que face à la difficulté du multilatéralisme climatique, il y a aussi l'émergence de faire apparaître de nouvelles solutions qui aujourd'hui sont un vrai défi pour la gouvernance climatique internationale. Voilà, j'ai déjà été beaucoup trop long, donc je m'en excuse, mais c'était en quelques minutes et j'espère de manière pas trop sombre ma contribution au débat du jour. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre discours qui fait office à la fois d'une synthèse de ce qui s'est dit ce matin, notamment sur la vision de la COP et des négociations climatiques, des questions d'agriculture, de rendement et les crises différentes alimentées par les effets des changements climatiques.
et qui fait également une parfaite transition pour les deux tables rondes de cet après-midi qui vont se concentrer sur des biomes particulièrement vulnérables au changement climatique. Et cette table ronde que j'ai l'honneur de modérer en ma qualité de chargée de mission sécurité climatique porte sur l'océan et les changements climatiques, impact stratégique et opérationnel. L'objectif de cette table ronde est de présenter les océans, biomes essentiels et particulièrement vulnérables au cœur des enjeux de sécurité et d'adaptation et aussi de gouvernance. Bien que souvent traité à la périphérie de certaines questions, l'océan est pourtant la clé de voûte des écosystèmes en raison de son rôle de grand régulateur du climat et pourvoyeur d'oxygène. Ce rôle place l'océan au carrefour de nombreux enjeux, à la fois climatiques, sécuritaires et géopolitiques, d'autant que la France est présente sur tous les océans. En effet, pour reprendre certains mots de l'amiral Prazuc, l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, l'océan, il fait face à trois crises climatiques, notamment avec l'augmentation des températures de l'océan, l'acidification, les catastrophes naturelles et les différents points de bascule qui seront évoqués lors de cette table ronde, la biodiversité, entraînée elle-même par la crise climatique et la compétition des ressources qui en est associée, et celle des relations internationales, notamment par le biais de ce qu'on pourrait appeler une océanisation des enjeux géopolitiques qui démontre la centralité des océans en matière de stratégie, d'enjeux de puissance, en particulier pour le ministère des Armées et la Marine nationale. Pour cela, nous allons nous poser les questions suivantes. Comment les forces armées intègrent-elles les défis climatiques et environnementaux au sein de leur programmation opérationnelle et stratégique? Quels impacts stratégiques le réchauffement des océans et la montée du niveau des eaux entraînent-ils? Quelle dégradation provoquée par les activités illégales? Et comment concilier souveraineté maritime, préservation des écosystèmes dans un environnement en mutation rapide et je rajouterai même en proie à la crise du multilatéralisme? Pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur d'être aux côtés de quatre invités de prestige. À ma droite, Julia Tass, directrice de recherche à l'IRIS et responsable du programme Océan. Un peu plus à ma droite, Monsieur le commissaire Xavier Jameau, adjoint à l'action de l'État en mer auprès du sous-chef d'état-major opérations aéronavales au ministère des Armées. À ma gauche, Monsieur Hervé Baudu, membre de l'Académie de marine, professeur de sciences nautiques à l'École nationale supérieure maritime. Et encore plus à ma gauche, Madame Caroline Krajka, sous-directrice du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour débuter cette table ronde, je vais laisser la parole à Madame Julia Tass, qui nous présentera comment les dérèglements climatiques modifient-ils la dynamique océanique mondiale et les conséquences que cela entraîne sur la stabilité environnementale et stratégique. Merci. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous. Ravie de pouvoir effectivement parler de l'impact du changement climatique sur les milieux marins. Alors, je vais tenter de résumer l'impact du changement climatique sur les milieux marins et les conséquences pour la défense, puisque je n'ai que quelques minutes pour parcourir un très long sujet. Peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit à la fois par Monsieur l'ambassadeur et Julie Bonneau-Dorin, l'océan est effectivement un régulateur du climat, en ce sens qu'il y a des interactions océan-atmosphère qui ont pour rôle notamment de redistribuer la chaleur qui se trouve au niveau de l'équateur et des tropiques vers les pôles. Et l'océan est aussi un régulateur du climat puisqu'il va, notamment dans le cadre du changement climatique, absorber une partie de la chaleur excédentaire qui est liée au changement climatique. Et donc il y a des études qui convergent vers le fait que ce serait jusqu'à 90% de la chaleur excédentaire qui est liée au changement climatique qui a été absorbée par l'océan. Ça vous donne une idée de la centralité des espaces maritimes quand on parle de climat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de nombreux acteurs et des ONG notamment qui ont œuvré pour que les océans soient inclus dans les discussions climatiques. Et ça a notamment été le cas à partir de la COP 21 en 2015. Et ça a aussi mené à la création d'instituts comme la plateforme Océan et Climat, qui, comme son nom l'indique, étudie les interactions entre océan et climat et va vulgariser ces liens-là. Ça a aussi été dit, ce qui est particulier avec l'océan, c'est que on va pouvoir appeler ça un poumon de la planète parce que le phytoplancton notamment produit de l'oxygène.
Cet océan, il est sous une juridiction très particulière. Il y a un droit de la mer qui est lié à la Convention de Montego Bay. Et donc, contrairement à l'Amazonie, par exemple, ou aux forêts tropicales africaines, cet océan, il a un statut international. Et donc, la manière dont on va utiliser les ressources marines va pas du tout être la même que la manière dont on va s'approprier des ressources au niveau des terres. Ça crée finalement un concentré d'enjeux dans les domaines maritimes et il y a assez peu d'études qui portent sur ces questions-là. C'est pour ça que je vais tenter de résumer les enjeux qui lient défense, océan et changement climatique. La première chose, donc la première partie de cette équation, elle est beaucoup plus documentée que la deuxième, les liens entre océan et climat. Euh, Différents impacts du changement climatique sur les milieux marins. Donc le premier, ça va être la hausse de la température de surface de l'océan et donc la hausse in fine grâce à la circulation de plusieurs couches de l'océan. Cette hausse de la température de l'eau, elle a notamment pour impact en conjonction avec la fonte des glaces qui se trouvent sur les terres, la hausse du niveau des eaux, donc la montée de la mer. Vous avez également un autre impact qui est celui de l'acidification de l'océan. Vous avez la multiplication et l'intensification des événements climatiques extrêmes. Et on a tout à l'heure évoqué Mélissa et d'autres ouragans. Évidemment, la hausse de la température de l'eau de surface va avoir un impact sur l'intensité et la régularité de certains événements climatiques extrêmes. Ces éléments-là, ils sont source d'insécurité pour les écosystèmes, mais pour aussi nous les hommes, soit en direct, soit de manière indirecte. À l'Observatoire Défense et Climat, on a pour tâche d'essayer de rendre compte de la relation entre l'insécurité climatique, si on peut l'appeler comme ça, et les insécurités humaines ou la sécurité nationale. Et donc la manière dont on fonctionne, c'est qu'on va essayer de s'attacher à cartographier les impacts du réchauffement de l'océan, par exemple, sur les missions des armées ou l'impact de l'acidification sur les capacités opérationnelles des armées. Et donc on peut faire ça en différentes étapes. Donc vous voyez à l'écran que là, je l'ai divisé de manière un peu simplifiée avec l'aléa climatique dont on parle, ensuite les conséquences qui peuvent être directes sur l'émission et ce que ça peut vouloir dire dans un contexte un peu plus large. On opère pour tous les sujets comme ça, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des travaux scientifiques issus des sciences du climat et de l'océanographie pour essayer de comprendre quels sont les aléas. On va ensuite essayer d'en comprendre les impacts indirects et puis ensuite les impacts plus directement. Vous le voyez à l'écran pour ce qui est des missions. Donc je commence par la partie la plus simple schématiquement. Accrochez-vous pour la prochaine slide. Euh, donc, la partie la plus simple schématiquement sur l'émission. J'ai pris deux exemples ici. Le premier exemple, ça va être la multiplication des événements climatiques extrêmes et l'émission post-catastrophe des armées, donc, que vous avez eu l'occasion de découvrir ce matin. La deuxième partie, c'est notamment le fait que, avec des océans qui se réchauffent, certaines espèces qui peuvent migrer vont tenter de retrouver des conditions de vie qui sont propres à leur développement en allant soit plus en profondeur dans les couches océaniques, soit plus vers le pôle nord et le pôle sud. Ça crée des migrations de stocks halieutiques qui vont avoir un impact sur les pratiques de pêche des pêcheurs. Les pêcheurs vont soit suivre plus au large ou chez le pays voisin, par exemple, les stocks halieutiques. Ça va avoir un impact sur les missions des institutions en charge de la police des pêches. Et pour la France, ça va avoir notamment un impact sur les missions de la Marine nationale. Ça, c'est pour vous donner un exemple des répercussions que le changement climatique peut avoir sur les acteurs de la sécurité. Un deuxième exemple, et donc on arrive à ma slide la plus compliquée, c'est la manière dont le changement climatique a un impact sur, là ici, on pourrait le résumer en capacité opérationnelle, en tout cas sur les équipements et les infrastructures des armées. Vous le voyez, il y a différents aléas climatiques qui vont mener eux-mêmes à une multiplicité d'impacts qui peuvent être d'échelle très,
avec un périmètre très restreint ou à beaucoup plus grande échelle. Quelques exemples. Avec le réchauffement de l'eau de surface, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez des systèmes de refroidissement, notamment dans les bateaux de la Marine nationale, mais dans énormément d'autres structures, qui sont basés sur une température de surface de la mer qui a une échelle assez précise. Et en fait, en dépassant le seuil maximal de la température de surface qui était prévu, on fait face à des systèmes de refroidissement qui ne sont pas aussi performants qu'avant. Et donc, se pose la question, à mesure que on a des équipements digitaux qui demandent de plus en plus de refroidissement, de l'équilibre entre nos capacités de refroidissement des systèmes et de climatisation des espaces et la priorité qui est donnée au refroidissement de certains systèmes électroniques. Vous avez aussi des phénomènes qui peuvent être moins directement liés à l'opérationnel, mais typiquement le fait que l'eau de surface soit plus chaude permet la prolifération de certaines espèces. Et ces espèces vont proliférer notamment sur les coques des navires. C'est ce qu'on appelle le biofouling. Et donc, ça va avoir comme impact l'augmentation de la quantité de carburant nécessaire pour opérer. C'est un phénomène qui est à la fois rencontré par les militaires, mais évidemment par tous les acteurs du civil qui travaillent en mer. Et puis, de cette manière-là, en fait, vous allez avoir une multiplicité d'impacts que le changement climatique a sur l'océan, qui vont avoir des répercussions directes ou indirectes sur les équipements et les infrastructures. La hausse du niveau des eaux a un impact sur l'ensemble des côtes et notamment sur les bases navales. Alors, il y a un exemple qui est plutôt documenté, c'est celui de la base de Norfolk aux États-Unis. Les États-Unis sont un terrain de recherche intéressant parce que, étant donné l'étendue de leur territoire et leur exposition aux aléas climatiques, ils ont beaucoup travaillé sur la manière dont le changement climatique affecte leurs missions et leurs infrastructures. Et la base de Norfolk, c'est une base essentielle pour la marine américaine et pour l'OTAN, et elle est exposée à la fois à la montée du niveau des eaux, qui est quelque chose de très progressif, donc on peut avoir l'impression qu'on est préparé, mais aussi à des phénomènes extrêmes comme les ouragans, ou même des tempêtes qui peuvent entraîner des submersions partielles de la base. Tout ce travail de documentation, il a été initié. Alors, il a été initié par les États-Unis dans les années 90, il a été initié par des États comme la France un peu plus récemment, mais il est en cours. Ce matin, on vous parlait de la stratégie climat et défense. Tout ce travail de documentation, de cartographie, il est en cours. Ce travail d'adaptation, il est en cours également. Évidemment, il a une échelle temporelle un peu plus importante. Et puis, il implique des moyens financiers importants là aussi. Là où il est crucial de comprendre ces impacts du changement climatique sur l'émission de la marine, c'est que ces phénomènes-là, ils pourraient s'accélérer. Ils pourraient s'accélérer parce que, pour ce qui est notamment de l'océan, il y a énormément d'inconnus qui perdurent sur l'élévation du niveau des mers et la vitesse à laquelle on va devoir faire face à cette élévation du niveau des eaux. C'est pour ça que, dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat, on a proposé de travailler sur les points de bascule climatique. Donc, les points de bascule climatique globaux ont été identifiés par le GIEC comme étant des éléments clés avec une très forte incertitude. C'est-à-dire que ces points de bascule climatique vont pouvoir avoir des effets de rétroaction positifs sur le système climatique. Pour vous donner un exemple, vous voyez à l'écran normalement qu'il y a le dégel du pergélisol. Donc le pergélisol, ce sont des sols gelés dans les hautes sphères polaires. Ce dégel du pergélisol, il peut relâcher du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un effet de rétroaction positif. Ça va accélérer le changement climatique. Et donc, on s'est posé la question de lier ces points de bascule avec nos travaux sur les impacts sur la défense. Et on a souhaité commencer par la circulation méridienne de retournement Atlantique Nord. Donc, qui est, en fait, là, on l'a symbolisé par un petit truc qui tourne, parce qu'on ne savait pas comment le symboliser autrement. La circulation, enfin l'AMOC de son petit nom, est une circulation globale qui redistribue la chaleur par les voies maritimes à travers des courants, une multiplicité de courants. Et on s'est particulièrement intéressé à la partie de l'AMOC qui se situe dans l'Atlantique Nord. Donc la question du point de bascule, c'est de savoir
quelle va être la vitesse de ralentissement. Alors, donc, oui, la vitesse de ralentissement, voire d'arrêt de cette circulation. Il y a énormément d'incertitudes scientifiques autour de cette question et l'idée pour nous, en tant qu'observatoire, c'était de comprendre quels peuvent être les liens entre ce ralentissement et les activités de défense. La réponse est c'est compliqué, mais je vous invite à lire notre rapport pour essayer d'en comprendre les arcanes. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes scientifiques au niveau de la physique de l'océan à ce sujet, qu'on manque de données historiques, donc on a du mal à comprendre à quel moment vous pouvez avoir un basculement. Est-ce qu'on est en train de vivre un basculement? Est-ce qu'il y a un seuil que l'on va dépasser? À quel moment on va arriver à ce seuil? Mais toutes ces questions-là, en fait, elles sont valables pour ces points de bascule climatiques comme pour énormément d'autres systèmes. Cette question du basculement qui a été évoquée par Monsieur l'ambassadeur, elle est clé dans nos travaux. Et donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est d'avoir une cartographie des impacts sur finalement les grands systèmes humains qui vont intéresser la défense. Donc, la première chose, c'est que cet AMOC, il est lié à tous les autres points de bascule. Et comme vous le voyez, pourquoi on a commencé par l'AMOC? Parce qu'en fait, il a un impact sur tous les autres points de bascule. Donc, ça rendait les choses encore plus compliquées. Mais parce que c'est aussi un nœud en termes de compréhension du système. Et j'en arrive à la fin de cette présentation. Quelques grands éléments. En fait, l'AMOC va avoir un rôle d'exacerbation de tendances qui sont déjà observées dans le cadre du changement climatique, notamment la stratification des océans, c'est-à-dire le fait que vous allez avoir des couches physiques qui vont être plus nettement divisées les unes par rapport aux autres dans la colonne d'eau, dans les océans, et puis une exacerbation de certains événements climatiques extrêmes. Ce qui est particulier à l'AMOC dans ces effets additionnels, c'est qu'il va notamment y avoir un effet sur les moussons, qui peuvent être très importantes pour certains pays. Donc en fait, ça va avoir des répercussions en termes de sécurité alimentaire et de sécurité physique. Vous avez un impact également sur la température de certaines couches dans l'Atlantique Nord. Et puis, vous avez des impacts sur les températures pendant l'été et pendant l'hiver, en Europe en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire pour les armées? Ça veut dire que déjà, il faut mettre en place des procédures de veille. Alors, c'est très compliqué quand il y a une incertitude scientifique, mais il faut qu'il puisse y avoir de la veille sur toutes les productions scientifiques autour de ce sujet, pour mieux comprendre la dynamique à l'œuvre dans l'Atlantique Nord et essayer de mieux comprendre si on s'approche, selon la communauté scientifique, d'un seuil. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir ensuite s'adapter à un milieu qui peut basculer. Et notamment quand on parle de stratification océanique, en fait, on parle derrière d'un pilier de la défense française, ce sont les sous-marins. La stratification océanique et même de manière générale la circulation des eaux, c'est un enjeu essentiel quand on est dans un sous-marin. Et donc, de pouvoir comprendre quelles sont les conséquences de l'AMOC sur la stratification océanique, c'est un parcours qui me paraît nécessaire si on veut maintenir la capacité opérationnelle de la dissuasion. Merci beaucoup. Merci Julia pour cette intervention éclairante. Pour toutes les personnes que j'ai vues un peu frustrées de ne pas avoir pris en photo les schémas, la note est téléchargeable sur le site de l'Observatoire et tous les schémas sont dans cette note. Donc vous pouvez aller consulter la note sur le site, elle est publique. Je préférais prévenir. Donc, Julia, tu as parlé de toute l'insécurité climatique que pouvait provoquer un point de bascule, mais également dans le domaine militaire et sécuritaire. Et ce qui nous fait une parfaite transition pour Monsieur Hervé Baudu, pour tout ce qui est route maritime et de quelle manière ces changements océaniques et changements climatiques ont un impact et une influence sur les routes maritimes, les conditions de navigation à l'échelle mondiale et ces routes elles-mêmes déstabilisées par le climat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Alors moi, les conséquences du réchauffement climatique sur la partie du shipping d'une manière générale, elles sont
d'ordre économique, essentiellement. Et je dirais les problématiques du réchauffement climatique amènent, mais c'est un peu moins le sujet, mais on pourrait y reparler peut-être un peu après, sur les solutions éventuellement envisagées. J'ai pris 5 exemples pour illustrer cette problématique sur le transport maritime de manière globale. Vous connaissez tous les mécanismes qui apportent au réchauffement climatique, à savoir la pression notamment démographique, l'industrialisation, la mondialisation, qui est à l'origine effectivement de l'essor du transport maritime dans sa globalité. Euh, les transports des flux, qu'ils soient énergétiques ou des produits manufacturés, d'accord, sont essentiellement plutôt vers les pays qui sont producteurs, vers les pays consommateurs. Il y a des équilibres qui se créent, qui se jouent, etc. Mais on voit plus maintenant dans ces échanges de flux, notamment, Monsieur l'ambassadeur en parlait tout à l'heure avec les BRICS, où effectivement maintenant, eh bien, il y a des pays comme l'Amérique latine qui produisent beaucoup plus qu'avant qu'elles ne consomment. Et donc, du coup, ça crée, mais d'une manière générale, ça reste quand même des flux qui sont globalement Est-Ouest ou Ouest-Est, hein, avec des arrêts dans le Golfe Persique notamment, etc. Et qui, si vous voulez, passent par des endroits, par ce qu'on appelle les choke points, par soit des canaux, soit des détroits internationaux qui sont problématiques, hein, puisque justement, ils peuvent faire l'objet de piraterie ou ils peuvent faire l'objet comme on l'a vu en mars 2021 avec l'Ever Given, hein, de la compagnie Evergreen, hein, qui est resté coincé dans le canal de Suez. Donc la première chose, donc les choses que je cherchais à illustrer, en fait, c'est effectivement réchauffement climatique indirectement avec la production des produits manufacturés d'hydrocarbures apporte une croissance du transport maritime. On sait déjà que le transport maritime, c'est 80% des biens manufacturés et autant de valeurs qui sont véhiculées par voie maritime. Et qu'on annonce, même si une démographie, parce que ça c'est directement lié à la production des pays qui sont ces produits manufacturés, même s'il y a une démographie qui sera plus ou moins stable, on sait que la croissance du transport maritime est de l'ordre entre 4 et 5% encore à venir, hein, dans les décennies à venir. On en parle beaucoup. Je vais être assez critique sur le sujet parce que c'est un peu ma spécialité sur la partie des routes maritimes arctiques. On en fait grand cas, c'est vrai, c'est nécessaire. Pour le transport maritime, ce sont des routes alternatives au mieux. D'accord, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En revanche, sur les risques environnementaux, là, effectivement, c'est catastrophique. C'est-à-dire que si on commence effectivement à encourager un trafic maritime par l'Arctique dans la période estivale, qui est maintenant de plus en plus ouverte, et on le voit en ce moment avec ce qu'on appelle les dark fleets, hein, ou les flottes fantômes, etc., ou les flottes noires, les flottes grises, etc. Là, il y a un réel danger, puisqu'en fait, il suffit d'un bateau, d'une pollution en mer froide, qui serait effectivement catastrophique, à la fois pour l'environnement, la faune, la flore, et j'en passe et des meilleurs. Le réchauffement climatique, on sait que l'extension, on en a parlé Julie, et je pense que Madame François Delmotte en a bien parlé ce matin aussi également, sur la notion d'expansion avec le réchauffement climatique des océans, qui est à son maximum, on ne peut pas plus, il s'est dilaté avec la chaleur, on ne peut pas plus, et on est arrivé au seuil. Et ça, mécaniquement, on va arriver avec des hausses du niveau de la mer, d'accord, c'est déjà le cas, la trajectoire, vous le connaissez, c'est 1 mètre de l'élévation du niveau de la mer d'ici 2100, avec qui auront des conséquences sur les infrastructures portuaires. Les portuaires, c'est-à-dire qu'il y a des ports qui se sont préparés, par exemple, ils savent très bien pour des questions d'altitude de port, les Maldives, hein, qui finiront les pieds dans l'eau, ils ne sont pas préparés, mais ça va arriver. Il y a même des petits États insulaires qui vont, effectivement, qui ont déjà demandé à être accueillis quelque part, notamment les Irlande, pour ne pas le parler, pour la nommer, parce que du coup, ils savent très bien que dans quelques décennies, il n'y aura plus d'îles. Ce sont des pays qui sont préparés, Venise, avec le projet MOS, hein, qui est effectivement de fermer la lagune pour éviter que l'eau vienne faire des submersions. Mais il y a des ports qui ne sont pas préparés. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Quatrième cas, les conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes. Ça, c'est clair. On le voyait bien aux informations dernièrement. L'intensité du cyclone Melissa dans le golfe du Mexique était effectivement sans précédent, quasiment. L'intensité, mais également la fréquence. Hein, que ce soit, je parle des exemples effectivement des polar low, qui sont des dépressions très localisées sur la mésoéchelle, hein, en Arctique, hein, qui sont effectivement beaucoup plus fréquentes, notamment en hiver. Et enfin et surtout, je dirais, la pression réglementaire, qui est plus un moyen ici d'une réponse effectivement au changement climatique. Comment je vais adapter le monde du shipping, comment je vais adapter mes infrastructures structurelles, quel coût ça va me coûter, ça va me demander, qui sont colossaux. Et effectivement, la pression réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse évaluer cette réglementation-là. Alors, il se trouve que sur le shipping, j'en parlerai un peu plus, ce sont un organisme qu'on appelle l'OMI, hein, l'Organisation internationale maritime qui se trouve à Londres, qui régule, au même titre que l'aviation civile, le transport, etc., est régulé par cet organisme-là, qui est un organisme qui dépend de l'ONU, hein,
mais qui est un organisme qui fait un petit peu un jugement de Salomon. Il fait sous la pression à la fois d'un côté des États côtiers, les termes qui conviennent à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui établit un certain nombre de droits sur les espaces maritimes au large de ses côtes, un État côtier. Donc il a certaines prérogatives, à la fois sur le plan maritime, de pouvoir, dans ses eaux intérieures par exemple, réguler son propre trafic, mais après très vite, puisque je vous l'ai dit, le shipping d'une manière générale, c'est ancestral et très libéral, et qu'un État côtier n'a pas forcément la liberté, toute la liberté nécessaire de pouvoir faire appliquer ses propres lois dans le domaine maritime, qui est un domaine maritime international, même dans ses eaux territoriales, qui sont des eaux qui leur appartiennent. Et après, on verra, il y a d'autres zones, les hautes mers, etc., ou les zones économiques exclusives, qui sont des zones dans lesquelles les ressources aussi sont prouvées, si elles le sont, et elles sont notamment la colonne d'eau ou le poisson. Le poisson, quand il va d'un pays à un autre, il n'y a pas écrit il y a pas la nationalité du pays d'État côtier sur sa nageoire, mais enfin bon, c'est régulé, ça appartient au pays État côtier, et la ressource lui appartient, comme celle du sous-sol. Et donc, cette réglementation-là, elle essaye effectivement de prévenir au mieux, ou tout le moins d'essayer de ralentir. Et on ne peut pas enlever ça à cette OMI, effectivement, sous la pression des États côtiers. Et puis la pression, je n'ai pas fini ma démonstration, donc il y a les États côtiers, pardon. Et puis de l'autre côté, il y a les États du pavillon qui sont en fait les armateurs. Et vous comprenez bien que les États côtiers ont tout intérêt à réglementer le plus possible, de façon à prémunir des catastrophes. C'est ce que fait en France avec, par exemple, l'affrètement des abeilles qui prévient éventuellement les naufrages qu'on peut avoir sur les côtes, notamment, et ça, en France, on a pas mal d'expérience. Et d'un autre côté aussi, d'un autre côté, il y a l'armateur qui, lui, la réglementation, ça lui coûte cher. Et donc, si dans cette instance-là, il peut essayer d'avoir de moins de réglementation possible, ou pour pouvoir la détourner, eh bien, pour lui, ça lui coûte moins cher. Donc, c'est un jugement de Salomon. Et donc, après, bon, ces réglementations, ces conventions qui en ressortent peuvent être adaptées par chaque pays, mais de toute manière, c'est au niveau international. Et ces réponses-là sur le réchauffement climatique, eh bien, on voit que même cette instance-là, où il y a la très grande majorité des pays maritimes qui adhèrent, dont leur pouvoir est au nombre de pavillons. En France, on est très présent politiquement. D'accord, on a une ambassadrice qui représente les intérêts français, mais on est 400 bateaux quoi, au niveau international. Vous avez à côté Marshall, qui est une petite île, les Bahamas ou Liberia, etc., où dessus sont les pavillons avec des intérêts américains, puisque du coup, les pavillons américains, pareil, il n'y a rien. Mais donc, ces gens-là ont un poids considérable sur l'économie maritime et sa réglementation, in fine, et du coup, sur le plan politique aussi. Et donc, comme le shipping est un domaine le plus ultra-libérable et très opportuniste. C'est-à-dire qu'en gros, si je peux faire des économies, si je peux rentrer dans une faille, et notamment, on le voit pour tout ce qui est réchauffement climatique, on ne peut pas enlever ça à l'OMI, que c'est un des seuls organismes liés aux gaz à effet de serre. Le transport maritime, c'est à peu près 5%, 4,8% des gaz à effet de serre. Un peu la même chose que l'aviation civile. Mais c'est le seul organisme qui, au niveau international, a une dynamique pour pouvoir arriver, pour tendre vers un zéro émission en 2050. Et il y avait tout à fait, c'est sur du très long terme, d'accord. Ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille avec des aménagements pour mettre la pression sur les armateurs, etc., etc. Et qui a capoté, entre guillemets, qui est au moins différé le mois dernier, puisque les Américains et les pays du Golfe ont fait un lobbying considérable au sein des instances OMI pour justement ne pas faire adopter cette convention qui devait amener effectivement cette trajectoire-là à zéro émission pour les bateaux. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des designs de bateaux et surtout par les moyens de combustion, donc le fioul lourd, le gaz, le LNG, le méthanol, l'ammoniac, enfin tout ce qu'on peut. Voilà, donc je reprends un peu mes points un peu particuliers. La croissance du transport maritime, oui, donc il y a des flux qui sont plutôt est-ouest, donc notamment pour les golfes Persiques, etc., tous les hydrocarbures. Les hydrocarbures, il ne faut pas se cacher, dans le hydrocarbure, les Américains sont en train de devenir le premier producteur de LNG au monde, avec les Russes, les Australiens. Ils sont en train, alors je ne fais pas de politique, on est d'accord ici, mais enfin bon, Trump, il est à la manœuvre. Baby drill, il a doublé les capacités, ou moins autorisé le doublement des capacités de production de gaz de schiste d'ici la fin des décennies, quoi. Et quand vous construisez une usine à plusieurs milliards de dollars, donc quand je dis c'est en millions de tonnes, ça ne vous parle pas beaucoup, mais enfin bon, en France, l'Europe là, dépense à peu près 20 millions de tonnes de gaz par an, d'accord? 20 milliards pardon, 80 millions de tonnes par an pour le gaz américain. Et en gros, les États-Unis ont prévu de doubler leur production d'ici la fin 2030, passer à 100 millions de production de LNG. Donc c'est clair, il y a les Russes de l'autre côté qui ont un peu de difficulté avec le LNG en Arctique.
puisque une partie de ces usines sont sous sanction. Mais pareil, ils ont des ambitions absolument considérables et surtout, ils sont assis sur un baril de gaz qui est énorme, quoi. Donc, c'est triste à dire, enfin, c'est la réalité aussi. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut avoir des leviers pour effectivement voir quelles sont les conséquences et quels sont les outils dont on peut effectivement l'atténuer ou l'orienter. Je vois mal, au moins dans le secteur maritime, avoir une autre trajectoire différente que le gaz jusqu'à 2050. Donc ça, les gaz, on va en manger, hein. Le pétrole, un peu moins, puisque du coup, effectivement, c'est lui quand même beaucoup plus producteur des gaz à effet de serre. Le gaz, un peu moins, c'est ce qu'on entend dire, mais enfin bon, il l'est quand même, hein, surtout il est beaucoup plus nocif, hein, donc il met beaucoup plus, il est beaucoup plus producteur de gaz, même si ça dure moins longtemps, mais il est très nocif, également, le méthane notamment. Et donc, ces flux créent effectivement des zones de concentration de trafic maritime qui créent de la piraterie. Donc, il y a des zones comme près de Socotra, en mer Rouge. Vous connaissez, vous l'avez tous, hein, l'actualité, c'est suffisamment médiatisé, donc les problématiques de transit en mer Rouge, où effectivement, avec les outils, on a détourné complètement un trafic maritime dit à temps, c'est-à-dire le trafic maritime du conteneur qui passe maintenant qui passait jusqu'alors depuis 2 ans par le Cap de Bonne-Espérance. Et du coup, c'est une des conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'en gros, on a rallongé de 10 jours les routes maritimes, et donc du coup, on pollue plus, parce que comme il faut rattraper le temps perdu, on va plus vite, et on va plus vite, hein, et la consommation est au cube de la puissance du navire. Donc plus je vais vite, plus je multiplie pas, je multiplie par 3. Donc ça coûte plus cher. Les bateaux durent moins longtemps, donc il faut en reconstruire de plus récents. Donc ça, c'est le problème. Les routes maritimes arctiques. Routes maritimes arctiques, le réchauffement climatique, c'est un constat, on le mesure, et encore, là, c'est tombé la semaine dernière, on a de nouveau, hélas, un record de reconstitution de la banquise à la période estivale, là, on a gagné encore un peu plus de retrait. Mais il fait nuit. Il va faire nuit jusqu'au mois d'avril. Donc, quand il fait nuit, la glace, ça se reconstitue. Quelles que soient les trajectoires de réchauffement climatique, la Terre, elle est comme ça. D'accord, il fera nuit au pôle. C'est valable au pôle sud, au pôle nord. Et du coup, il y aura de la glace. D'accord. La glace, ceci étant, à la fin de l'hiver, elle sera à son maximum de son extension qui est liée justement aux périodes qui sont sous la nuit, là. Mais en revanche, puisqu'elle est un peu moins épaisse et que la mer est un petit peu plus chaude, elle va se casser un peu plus rapidement et elle va fondre un peu plus rapidement. Et ça, c'est ça qui est un peu mal médiatisé, c'est que avant la mer, la glace, elle était compacte. Donc, si vous voulez, là où ça pouvait se réchauffer, notamment le long des côtes russes et canadiennes, eh bien, ça permettait de. Oui, il faut que je passe 3 minutes. Bien, monsieur. Et donc, il faut que. Voilà. Et en fait, la glace dérive beaucoup plus vite. Et la glace dérivant beaucoup plus vite, eh bien, en fait, ça représente beaucoup plus de dangers de navigation. Donc, ça sera au mieux une route de délestage. Les hausses de niveau de la mer, des grands ports comme Shanghai, Houston, Rotterdam. Rotterdam, ça va, ils ont anticipé le problème. Mais la baie du Mississippi, etc., ils sont quasiment au ras de l'eau, quoi. Et ils n'ont rien prévu. Tous les ports qu'on a parlé, les terminaux pétroliers et gaziers de Houston, là, il y en a 180. C'est quasiment les 2 tiers d'exportation des États-Unis. Ils vont être sous l'eau avant 2050. Et là, pas de solution. Donc ça va coûter cher, ça va coûter cher. Les conditions extrêmes, oui, on l'a vu. Bon, il faut des outils pour ça, hein. Donc, les outils, ce sont des outils de routage pour mieux orienter les bateaux, éviter les cyclones qui sont de plus en plus fréquents. Et donc ça fait des dégâts aussi. Et pour les routes, bon, on s'arrange, mais enfin, ça a des conséquences, hein. Les bateaux se font prendre, et puis avec les conteneurs qui tombent à l'eau, etc., de plus en plus. La pression réglementaire, je finirai par ça. La réglementation réglementaire, elle est importante, puisqu'en fait, ça fait partie d'une des solutions. On pourra en parler un petit peu après. Euh, on est de plus en plus dans, si vous voulez, le multilatéralisme, ça marche plus. Enfin, ça marche plus, je suis un peu critique là, mais si vous voulez, sur le plan du shipping, on l'a vu avec les Russes. C'est-à-dire qu'en gros, les Russes sont censés faire appliquer leurs lois, ils ont les moyens de le faire, hein, avec la Convention des Nations Unies sur de dire, les bateaux, vous passez au large, vous représentez un danger de pollution, vous n'avez pas le droit de passer. En Arctique, c'est ça. Normalement, il y a un droit de passage. Ils demandent un droit de passage. Mais en fait, ils autorisent eux-mêmes à passer des navires qui sont, ce qu'on appelle qui sont pas assurés parce que c'est des bateaux qui sont sous sanction et donc sous sanction occidentale. Mais ça fait rien. Il y a besoin d'exporter le gaz et le pétrole russe. Et donc, du coup, ils font passer ces bateaux qui sont sous sanction avec des pavillons qui sont complètement des pavillons avec des pays qui n'existent même pas à voir, hein. Et même donc ces armateurs qui sont normalement qui eux devraient prendre le relais, qui devraient s'assurer que les bateaux sont assurés, etc., ne le font même pas. Et donc en fait, on arrive un peu à ce qui s'est passé en France dernièrement avec le mot cassé, là où effectivement on a trouvé des failles juridiques pour pouvoir qu'un État puisse intervenir, un État, j'entends européen, chose comme ça, parce que les conventions des Nations Unies, elles sont très libérales. Elles sont faites pour que justement on respecte le transit maritime. Et donc ça, c'est un des points sur lesquels il faudra travailler. Merci, je suis désolé. Je m'emballe là.
Merci, Monsieur Baudu. Je suis désolée de devoir jouer la maître du temps et le mauvais rôle pour couper la parole à nos intervenants. Merci d'avoir présenté un panorama de la reconfiguration de notre environnement maritime qui a un impact plein sur les activités de la Marine nationale, ce qui nous fait également une transition vers l'intervention de Monsieur le commissaire Xavier Jameau. Je vous pose cette question. Comment la marine répond à ces défis? Comment l'action de l'État en mer peut-elle ou fait-elle face à la multiplication des pressions environnementales liées aux activités illégales et qui peuvent elles-mêmes être liées aux effets du changement climatique tels que le déplacement des stocks de poissons, etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, permettez-moi de débuter par une évidence, hein, c'est que la marine est évidemment aux premières loges un témoin des pressions et des changements qui s'opèrent sur le milieu marin. Mais ça me conduit en fait à une deuxième évidence. Alors vous allez me dire, il a bien fait de se déplacer pour nous asséner des évidences, mais c'est que ces pressions et ces changements qui s'opèrent sur le milieu marin, elles ont des conséquences tout à fait directes sur les enjeux de sécurité. Et c'est une des raisons pour lesquelles la marine intervient dans tous les champs, qu'il s'agisse de la connaissance, de la surveillance ou de l'intervention, relatif donc à ces changements et aux conséquences de ces changements climatiques. Ça sera un petit peu le fil rouge finalement de ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc, certes, parce qu'il y a un côté évident, mais comme le rappelait l'ambassadeur, il y a aussi une forme de déni par rapport à ce qui se passe sur les océans et aux impacts très directs que cela va avoir à terme sur la sécurité du monde. Bon, sur l'aspect connaissance, d'abord, comme vous le savez, hein, le rapport de l'environnement, le rapport du marin avec son environnement, il est tout à fait décisif, il est même vital, hein. Historiquement, la marine, elle a considérablement investi dans la connaissance du milieu marin, qu'il s'agisse de météorologie, de connaissances cartographiques, naturellement, mais aussi scientifiques. J'ai pris ici quelques exemples hein, qui démontrent que c'est un engagement continu et pas simplement un exotisme historique qui convoque la marine à perruque. Hein. C'est véritablement quelque chose qui se perpétue. Donc vous voyez ici un navire qui est bien un navire de la marine nationale et pourtant il est rouge, ce qui est assez inhabituel. Et il porte le beau nom d'Astrolabe, qui normalement est assez évocateur aussi pour les marins. Et une de ses missions majeures, c'est de ravitailler la base en Antarctique qui a un nom non moins évocateur, c'est Dumont d'Urville. Donc je reviens quand même à la marine à perruque. Hein, mais vous voyez bien que on est très investi dans cette fonction de connaissance scientifique et ça continue sur de multiples domaines. Donc la marine, elle contribue à la connaissance et à la surveillance du volcan sous-marin à Mayotte, au ravitaillement des bases scientifiques dans les îles Éparses. Et naturellement, je vous ai mis cette petite illustration-là pour parler du sujet du moment sur la maîtrise des fonds marins. C'est un sujet sur lequel la marine investit énormément, alors, parce que c'est dual, hein, il ne faut pas se mentir, mais ça a évidemment des conséquences physiques et civiles tout à fait immédiates. Cet investissement dans la connaissance et dans finalement la maîtrise scientifique des mers qui nous entourent, c'est aussi très probablement, alors ça c'est une opinion personnelle, mais j'en suis tout à fait convaincu, ce qui nous donne une dimension de puissance maritime aujourd'hui. Parce que certes, la France a une histoire et elle a évolué sur toutes les mers du monde, mais au travers de ces missions scientifiques dont j'ai cité certains noms illustres, il est très évident que ça lui donne une légitimité très forte pour s'ériger en puissance maritime aujourd'hui. De façon, ceci dit, un peu plus macroscopique, c'est quand même au travers de la surveillance et de l'intervention que, au quotidien, la marine appréhende les enjeux du changement climatique. Notamment au travers de l'action de l'État en mer, ça a été dit, hein, c'est une organisation assez singulière. Hein,
c'est celle qui fait qu'on n'est pas simplement une marine de guerre, mais bien une marine nationale, c'est-à-dire une marine à qui sont confiées des missions de nature civile. Et c'est également un des fils rouges de mon propos aujourd'hui, c'est de vous convaincre qu'en effet, la marine est un témoin privilégié de ces changements qui s'opèrent sur le milieu marin, mais c'est aussi un acteur qui intervient pour essayer d'en maîtriser les effets. L'action de l'État en mer, donc ça part du principe que le coût d'entrée, c'est une logique de milieu, hein, le coût d'entrée pour entretenir une flotte et des moyens hauturiers, compte tenu du caractère très abrasif du milieu marin, est beaucoup trop fort pour qu'on puisse se permettre d'avoir des bateaux du ministère de l'Environnement, des bateaux des douanes, des bateaux de la marine de guerre qui soient enfermés dans leur seule mission. Et donc, ça consiste à considérer qu'il y a un socle commun de missions qui peuvent être assurées indifféremment par toutes ces administrations sous l'autorité d'un préfet maritime ou d'un délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, qui donc finalement optimise un petit peu ce qu'on est capable de mettre sur le tapis. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, si on n'avait pas la Marine nationale, notamment outre-mer, on serait somme toute assez démunis pour surveiller l'immensité des espaces marins, puisque ça, c'est encore une évidence, hein, mais je suis bien obligé de le rappeler ici, parce que c'est un peu la tyrannie des cartes qui nous obsède au quotidien quand on est sur la mer. Ces espaces sont véritablement immenses. Surveiller, observer, c'est très bien, mais il faut aussi voir ce que l'on voit, hein, comme disait Peggy. Donc, il y a un enjeu majeur de valorisation de l'information. C'est aujourd'hui une des grosses briques qui nous occupe, hein, puisque il y a énormément d'informations, une information même saturante qui nous oblige donc à recouper, à croiser, à valoriser pour être en mesure finalement d'établir ce qu'on appelle une situation maritime de référence, ce qui nous permet localement d'avoir une appréciation de la situation qui fait ressortir les anomalies. Qu'il s'agisse d'anomalies d'ordre physique, donc ça peut être climatique, hein, typiquement, il y a des fausses détections de pollution qui sont liées à des apparitions d'algues en Nouvelle-Calédonie. On sait que ça apparaît à telle période. Et ben, quand on le sait, on le sait. Quand on ne le sait pas, ben, on déclenche la chasse et on s'épuise pour rien. Cette connaissance approfondie là, finalement, du milieu, elle s'entretient avec une fonction de surveillance donc, qui implique notamment aujourd'hui toute la chaîne sémaphorique pour la surveillance des espaces protégés, hein. Vous savez que pour la plupart, ils sont très littoraux. Donc, la chaîne sémaphorique qui est dans la mission première est la sauvegarde et la surveillance des approches maritimes et qu'elle donc les yeux tournés vers le large, elle contribue aujourd'hui, elle a été formée pour ça, à ce réseau d'alerte, hein, pour signaler s'il y a des comportements inappropriés dans les zones qui sont protégées. Ce sera également une des vocations des flottilles de réserve côtière qui sont en cours de déploiement. Donc, il y a une véritable matérialisation finalement de l'action de la Marine nationale sur l'environnement, notamment au travers de cette mission de surveillance et de police de l'environnement. Ce sont des espaces qui concernent, comme vous le savez, évidemment nos eaux sous souveraineté, hein, mais aussi nos eaux sous juridiction, c'est-à-dire les zones économiques exclusives. Et aujourd'hui, au-delà, c'est-à-dire même la haute mer avec le traité BBNJ, en bon français, le défi, il est immense, hein, parce que je vais vous reparler d'espace, mais pour vous donner quelques chiffres, alors c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est malgré tout un peu vertigineux. L'aire marine protégée de Tahiti, taille nuit ATA, 4,8 millions de kilomètres carrés. Donc, la France métropolitaine, pour rappel, c'est 550 000. Hein, donc, le parc naturel de la mer de Corail, donc en Nouvelle-Calédonie, 1,3 million de kilomètres carrés. Donc, il est clair qu'on fait face à des défis immenses en matière de surveillance sur ce champ-là. Je ne peux pas faire l'économie d'évoquer devant vous également une des missions aussi historiques de la marine, qui est un petit peu marginale par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, mais qui malgré tout
est importante par rapport à la préservation de l'environnement face aux pressions, c'est la mission de lutte contre les pollutions marines. Donc ça a été cité tout à l'heure brièvement, donc avec un dispositif d'Orsec maritime qui aujourd'hui est éprouvé, hein, avec des remorqueurs d'intervention et d'assistance, donc les mieux connus abeilles, avec également un centre d'expertise de lutte contre les pollutions marines qui a une reconnaissance internationale, c'est le CEPOL, hein, qui est assisté d'un modèle un peu plus associatif, c'est le CEDRE. Donc on a un modèle français de lutte contre les pollutions marines, et la marine et les officiers de marine qui commandent des bâtiments sont habilités à constater les infractions liées aux pollutions volontaires. Pourquoi je voulais vous parler d'intervention? Parce que justement, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de sortir le carnet à souche, mais ça produit des effets. Il y a quelques années encore, il y a une vingtaine d'années de ça, le dégazage, enfin, en tout cas au XXe siècle, disons, le dégazage, ça faisait partie des pratiques courantes du shipping. Aujourd'hui, avec le renforcement de l'arsenal législatif et répressif et quelques exemples qui ont envoyé les messages qu'il fallait, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus. Donc, ça produit des effets tout à fait significatifs. J'en viens également donc une lutte contre la pollution qui s'étend maintenant aux pollutions atmosphériques, hein, puisque vous savez que notamment au large de la métropole, on a des dispositifs de limitation de rejet d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote. J'en viens à un autre sujet, donc, qui est un sujet de préoccupation sécuritaire majeure, qui est la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. C'est un engagement de longue date de la Marine nationale, naturellement. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est elle était historiquement essentiellement motivée par la défense d'une ressource et d'une filière, et qu'aujourd'hui, on dépasse un petit peu cette approche-là. Autrement dit, l'image un peu d'Épinal de l'escorte des pêcheurs de la pêche à la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu daté, quoi. C'est plus réellement ça aujourd'hui, la manière dont on appréhende la problématique de la pêche, mais beaucoup plus la façon dont elle a été présentée par monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire la nécessité de réguler une ressource qui va faire l'objet de compétitions de plus en plus acharnées, avec des effets déstabilisateurs sur un certain nombre d'écosystèmes. Donc aujourd'hui, on estime que la pêche INN, donc, ça représente 26 millions de tonnes par an. Alors ça ne veut rien dire, hein, enfin, sauf si vous êtes vraiment très, très, très calé sur le niveau de pêche, mais c'est un quart des prises mondiales. Donc il faut s'imaginer ce que ça alimente comme écosystème derrière de fraude et de réseaux criminels. Chiffre d'affaires entre 8 et 18 milliards d'euros. Alors, c'est effectivement, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais c'est comme tous les réseaux criminels, on a toujours un petit peu de mal à évaluer de façon précise à quel point c'est rémunérateur. De toute évidence, c'est rémunérateur, et de toute évidence, il y a une pompe aspirante pour qu'il y ait de la pêche illégale qui prospère. Donc, elle s'intensifie, elle se déplace, comme vous pouvez le voir. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais l'effort de pêche en haute mer sur le long terme s'est considérablement intensifié. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pêche très littorale, où la pêche finalement illégale, c'est pas le poseur de casier, quoi. C'est ça dont je veux vous convaincre. C'est pas le poseur de casier qui se fait son dimanche voilà, en contrebande, ni le braconneur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus industriel et qui touche toutes les mers du globe. Toutes les zones maritimes sont concernées. Donc la France, elle joue un rôle parce qu'elle a un rôle de régulation donc, au titre du caractère et de la vocation mondiale de sa marine, hein, évidemment. Tout ça s'inscrit, je ne voudrais pas non plus que vous repartiez avec l'idée que c'est une mission première de la Marine nationale. On est bien dans une mission qui procède des affaires maritimes, hein, mais à laquelle, évidemment, la Marine nationale donne de la profondeur hauturière, puisqu'elle est souvent la seule à pouvoir intervenir, notamment outre-mer et dans les espaces dont je vous ai souligné la dimension. Donc, je vous l'ai dit, l'objectif, c'est
vraiment prioritairement de lutter contre les facteurs de déstabilisation. Évidemment, on est investi dans la police des pêches au titre de nos obligations communautaires dans les eaux communautaires, hein, mais ça, je mets quasiment ça de côté. Là, on est finalement dans quelque chose qui relève de la police et de la gestion de la ressource, la gestion d'une ressource durable et traçable, etc. Le sujet majeur, il est principalement dans les zones de haute mer et dans la protection de nos espaces sous juridiction. Donc en haute mer, il s'agit évidemment de préserver une ressource pour qu'elle soit la plus durable possible. Donc c'est pour ça que la France fait partie d'un certain nombre d'organisations régionales de gestion de pêche. Là, vous voyez donc sur la carte de chaleur que, sans surprise, hein, on a une pression très forte qui s'exerce sur les côtes asiatiques, mais on le constate aussi des effets tout à fait funestes dans le golfe de Guinée parce que réellement, on voit bien que ça étrangle un petit peu les pays littoraux qui sont dépendants de cette ressource. L'ambassadeur en parlait au titre de la souveraineté alimentaire, hein. Donc, les conséquences, après, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est en cascade, hein. C'est la pyramide de Maslow. Quand on a faim, on va chercher d'autres moyens de subsistance et donc potentiellement des effets déstabilisateurs tout à fait considérables. Et je voudrais finir par un autre aspect hein, qui est non moins important, qui est l'aspect défense de la souveraineté, puisque on lit très régulièrement donc la France, puissance maritime, etc., plusieurs millions de kilomètres carrés d'eau sous juridiction. Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que ce n'est pas qu'une posture rhétorique. Ce que vous voyez ici à droite, c'est une journée normale en Polynésie française. Et vous voyez que c'est que les traces de pêcheurs, hein. Et donc, vous voyez la limite de la ZEE. Et donc, vous voyez un petit peu comment se matérialise finalement la pression qui s'exerce au limes de la zone économique exclusive française. Alors, charge à nous justement de discriminer les bateaux qui transitent, hein, parce qu'ils en ont le droit, ça a été dit, hein. On est dans un espace de droit international public et donc un espace qui est régi par des règles libérales. Mais charge à nous donc de bien faire la distinction entre les navires qui seraient tentés de faire un coup de chalut de façon illicite dans nos zones sous juridiction et de ceux qui font que transiter pour passer d'un point A à un point B, tout simplement. L'expérience en fait, a montré que la vigilance de la marine dans ce domaine, elle est continue, hein. Vous vous souvenez peut-être des épisodes assez violents de la guerre à la Légine qui avait eu lieu dans les terres australes et antarctiques françaises. Pas qu'avec des Asiatiques d'ailleurs, hein, aussi avec quelques-uns de nos voisins européens, j'entends. Plus récemment, on a eu affaire à des actes de pillage très ciblés sur des espèces d'holothuries, qui sont des concombres de mer en Nouvelle-Calédonie, par des pêcheurs qui venaient du Vietnam. Donc là aussi, un Vietnam-Nouvelle-Calédonie, ça vous donne une idée du caractère lucratif de ce genre de pêche, puisque les distances sont tout à fait considérables. Et naturellement, je ne peux pas ne pas parler de la Guyane parce que là, ça continue et c'est une pression permanente sur les eaux sous souveraineté et juridiction guyanaise de la part donc, des voisins directs avec des opérations de police des pêches qui sont viriles. Voilà. Donc, le message, en somme, il est très clair, hein. Il est dangereux de pêcher illégalement dans les eaux françaises et c'est le message qu'on s'attache à faire porter, à faire comprendre en tout cas, parce que derrière le message hein, de nature un peu plus stratégique qui est sous-jacent, c'est que ce n'est pas une souveraineté de papier qu'on exerce dans nos eaux sous souveraineté et juridiction, c'est une souveraineté effective. Voilà, merci à vous. Merci, monsieur le commissaire, pour votre prise de parole sur les activités de la marine nationale et ce panorama sur les activités illicites contre lesquelles la marine nationale
lutte au quotidien, notamment sur les activités de pêche, ce qui m'amène à me tourner vers vous, Madame Caroline Krajka, pour vous interroger sur les défis juridiques et diplomatiques qui émergent face à tous ces risques et ces menaces liées aux effets des changements climatiques et aux enjeux maritimes globaux, en particulier pour le MEE. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et très heureuse également de participer à cet échange. Donc effectivement, je suis la sous-directrice du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles, donc au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne parlerai pas de la dimension fluviale. Il peut y avoir aussi une dimension fluviale, changement climatique, mais ce sera pas le propos. Donc, pour les grands enjeux pour ma sous-direction et la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, donc posés par les changements climatiques et les enjeux marins, sont transversaux par essence, puisque le changement, il ne fonctionne pas bien. Ah, il faut que je me mette plus proche. Non, mais c'est bon. Non, non. Ah. Ah. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, effectivement, donc, pour ce qui est de. Excusez-moi. Pour ce qui est donc les effets du changement climatique et donc les enjeux pour la sous-direction du droit de la mer et des pôles, les effets du changement climatique sont transversaux par essence. Ils affectent donc l'environnement marin dans son ensemble, hein, comme l'a évoqué en préliminaire l'ambassadeur Faraco. Ils affectent de façon corollaire le cadre juridique du droit de la mer dans l'ensemble de ses aspects. Et les conséquences les plus visibles de ce changement climatique émergent notamment sur la question de l'élévation du niveau de la mer, hein, qui a été évoquée tout à l'heure par Julia Tass, et qui a des effets de bord sur les espaces maritimes des États. Puisque, effectivement, le changement climatique est une urgence d'autant plus pressante qu'il s'accompagne d'effets en cascade qui peuvent remettre en cause l'existence même de certains États ou au moins remettre en cause significativement la dimension et les espaces géographiques sur lesquels s'exerce la souveraineté ou les droits souverains des États côtiers. C'est le cas en particulier avec la montée du niveau de la mer. Donc, on a évoqué à l'instant effectivement le fait que la France disposait de vastes espaces maritimes, environ 10 millions de kilomètres carrés, dont 97% sont situés dans ces territoires d'outre-mer. On a vu une carte là précédemment pour la Polynésie. Et compte tenu de cette géographie particulière, la France est donc spécifiquement concernée et préoccupée par ces évolutions. Et la France est donc pleinement solidaire, notamment des petites îles, petits États en développement, petites îles en développement qui sont frappées de plein fouet par l'élévation du niveau des mers. Et à cet égard, la France soutient les conclusions de la Commission du droit international et de la Cour internationale de justice dans son avis sur les obligations des États en matière de changement climatique du 23 juillet 2025 en faveur de la fixité des lignes de base impliquant des délimitations maritimes stables. Donc, il y aura forcément des aspects juridiques. Quels sont les enjeux dans le cadre des négociations climatiques et la diplomatie bleue? Donc, la sous-direction du droit de la mer, je précise que c'est une sous-direction au sein de la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay qui est particulière en ce que non seulement nous faisons des analyses juridiques, donc sur des questions liées au droit de la mer, droit fluvial et droit des pôles, mais également nous sommes un service traitant et chef de file pour les négociations donc, du fameux accord BBNJ dont on reparlera, dans les négociations au sein de l'Autorité internationale des fonds marins, et on a parlé des fonds marins, on va en reparler, également au sein des 2 organisations antarctiques, dont je parlerai plus tard. Donc, à la fois avec un regard d'analyse juridique technique, également de praticien. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu particulier. Donc, effectivement, si nous ne participons pas directement aux négociations climatiques, parce que ça, c'est vraiment le rôle donc, de l'ambassadeur Faraco, cette question transversale du changement climatique
innerve une grande partie des travaux que nous suivons et montre une réelle mobilisation de la communauté internationale sur ce point. De plus en plus, c'est un sujet qui devient prégnant, quelles que soient les organisations internationales. Ça a été évoqué par l'ambassadeur dans son introduction, mais effectivement, juste pour revenir sur donc, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, donc l'UNOC 3, qui a été co-organisée par la France en juin, a été un catalyseur avec les engagements de Nice pour l'océan, qui illustre par des actions concrètes la déclaration politique de l'UNOC 3 qui a été adoptée et dont l'ambition est évidemment de renforcer la protection de l'océan. Durant cette conférence des Nations Unies, ont été évoqués divers sujets qu'a abordé l'ambassadeur tout à l'heure, notamment aussi donc la question de la décarbonation que nous suivons aussi sous l'angle soutien juridique aux négociateurs au sein de l'OMI qu'a évoqué tout à l'heure Hervé Baudu. Donc effectivement, juste, je ne vais pas revenir dessus puisque ça a déjà été évoqué, mais pour dire que voilà, nous contribuons par notre analyse aux travaux qui sont en cours sur l'objectif de décarbonation du secteur maritime, notamment avec cette fameuse Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qui est connue sous le nom de MARPOL. Et donc, avec l'ambition d'aboutir à une transition équitable et écologique du secteur. Voilà, donc puisque Hervé Baudu en a parlé, je ne reviens pas dessus. Alors, juste pour dire que cette ambition est portée évidemment par la France, en coordination avec l'Union européenne et les États membres, et également par les États insulaires du Pacifique. Et que ces négociations-là, au sein de l'OMI, sont menées essentiellement par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, voilà, en lien avec notre représentation permanente auprès de l'OMI. J'ai évoqué l'AIFM. La question des grands fonds marins a aussi été un sujet clé à l'UNOC, alors que ça n'était a priori pas l'objet initial. Donc, l'Autorité internationale des fonds marins est une organisation qui relève des Nations Unies, dont le siège est à Kingston, et qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, a des travaux, des négociations en vue de l'élaboration d'un code relatif à l'exploitation minière de la zone. Donc, la zone, c'est tout le sol et le sous-sol marin qui est au-delà des juridictions nationales et donc qui est le patrimoine commun de l'humanité. Et donc, le mandat de l'AIFM, c'est vraiment de gérer cette zone et ses ressources, et notamment ressources minières. Donc, en plus d'héberger des milliers d'espèces, les grands fonds marins et leur faune jouent un rôle crucial dans les fonctions essentielles de la vie sur Terre, comme la synthèse et le stockage de carbone. Donc, effectivement, un rôle dans le changement, enfin, dans le climat. Et la France, qui a conscience de l'importance de ces espaces et a une position très ambitieuse et défend maintenant depuis 2-3 ans, à minima, une pause de précaution, un moratoire dans l'exploitation des fonds marins, et ce pour prévenir tout dommage irréversible pour les écosystèmes marins, puisque nous estimons que nous n'avons pas encore les connaissances scientifiques suffisantes. Donc, cette position assez ambitieuse, on est maintenant 40 États à avoir adopté cette position affinitaire, donc pause de précaution ou moratoire, pour essayer de rallier les États. Donc, la France, pendant l'UNOC, a été à l'initiative d'une déclaration conjointe donc, qui a réuni 24 États sur la protection des fonds marins. Et désormais, cela a été lancé le 22 septembre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle promeut avec Tuvalu et le Panama une coalition des pionniers de l'océan qui vise à rassembler les États les plus ambitieux pour la gouvernance mondiale de l'océan et qui donc rassemble des pays qui ont à la fois ratifié l'accord BBNJ, qui soutiennent à minima une pause de précaution donc, sur l'exploitation des fonds marins et qui sont ambitieux dans l'objectif d'une protection de 30% des océans et 30% des espaces terrestres. On a tout à l'heure évoqué la question des aires marines protégées.
Voilà, donc au sein de l'Autorité internationale des fonds marins, et je précise que ça n'était pas le cas il y a quelques années, mais que maintenant les médias s'y intéressent et le grand public de plus en plus. Nous défendons le fait qu'il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour négocier, avoir un code minier vraiment solide, pour donc aboutir à l'adoption d'un cadre réglementaire solide, le plus protecteur possible de l'environnement, avec des procédures transparentes, responsables, et qui nécessitent encore donc des connaissances, des recherches scientifiques marines pour mieux connaître cet environnement. Euh, la France se mobilise également donc au sein de cette enceinte pour l'adoption d'une politique générale de protection de l'environnement. Cette position est d'autant plus nécessaire que certains États, donc au sein de l'AIFM, maintenant pressent pour l'adoption d'un code minier ou envisagent, et vous devinerez peut-être lequel, directement une exploitation des fonds marins en dehors du cadre posé par l'AIFM. Et donc, je rappelle que l'AIFM est garant du patrimoine commun de l'humanité. À l'inverse de cette mobilisation, il y a, donc la question transversale qui est le changement climatique, on note également une tendance de certains États à nier l'existence même d'une question climatique. Et ça, c'est vraiment un phénomène inquiétant. Certains, alors, on va dire peut-être qui peuvent se retrouver dans le groupe des BRICS, refusent désormais tout élément de langage irrelatif, bloquant parfois certaines négociations relatives aux droits de la mer en général, mais y compris dans les négociations polaires. Alors, sur les pôles, justement, donc, il y a des négociations qui sont importantes au sein de la CAMELAR, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, dont l'objectif depuis 2008 est l'adoption d'un réseau d'aires marines protégées, un système représentatif d'aires marines protégées, vraiment donc important, qui a un rôle à jouer pour la résilience de ces environnements fragiles et le changement climatique. Il y a à ce jour 2 aires marines protégées qui ont vu le jour. Il y a 4 projets sur la table et qui sortent vraiment à l'opposition de nombreux États, y compris donc d'États qui estiment qu'il n'y aurait aucun rôle à jouer en termes de protection et de l'environnement, la biodiversité, mais du changement climatique. Et juste pour reprendre des points qui ont été dits précédemment, au-delà de ça, pour transformer cette organisation internationale, la CAMELAR, qui est donc à la base une organisation de conservation qui réglemente aussi la pêche dans l'océan austral, pour en faire une organisation purement régionale de pêche. Et donc de ne pas s'auto-censurer et garder une possibilité de pêche ouverte sans limitation. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est assez préoccupante. Et juste également, l'autre organisation antarctique, c'est la Réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui, elle, s'occupe du continent antarctique même, donc pas de l'océan autour. On a également une remise en cause de la question du changement climatique. Ça devient, certaines parties interdisent désormais que l'on évoque la question du changement climatique. C'est vraiment très inquiétant puisqu'on a vu qu'effectivement, fonte des glaces, effet direct du changement climatique. Avec depuis très récemment l'émergence aussi du début d'un débat sur la géo-ingénierie. Voilà, donc ça, on a vraiment cette inquiétude. Alors, savoir comment les traités peuvent permettre de répondre à la vulnérabilité climatique du secteur marin et des littoraux de la mer. Donc, il y a effectivement une possibilité, les traités ont un vrai rôle à jouer en ce sens-là. Je citerai juste 2 avis consultatifs récents donc, du Tribunal international du droit de la mer de 2024, relatif à une demande d'avis consultatif qui a été soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, et un avis de la Cour internationale de justice en date du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique. Et ces 2 avis, et nous en étions heureux, sont très proches des positions qui ont été défendues au cours de la France, dont nous nous félicitons. Donc très rapidement, on estime que les traités peuvent permettre effectivement de répondre à la vulnérabilité climatique en intégrant des normes pertinentes. Parmi les normes pertinentes, on verra qu'il y a effectivement la Convention des Nations unies sur la mer, donc Montego Bay, qui a été évoquée. On cite également l'accord BBNJ, donc c'est l'accord qui se rapporte à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et donc qui porte sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l'acronyme BBNJ est plus court, qui a été adopté en juin 2023 et qui va entrer en vigueur le 17 janvier prochain. On pense aux différents instruments qui ont été adoptés dans le cadre de l'OMI, également aux conventions des mers régionales du Programme des Nations unies sur l'environnement, et également donc au cadre du système du traité sur l'Antarctique notamment. La mise à jour des conventions en vigueur est également une des réponses pour intégrer les enjeux climatiques. Et le dernier point, c'est à travers des méthodes d'interprétation comme d'une interprétation dynamique et d'une interprétation systémique des traités, et notamment de la Convention de Montego Bay. Cette convention est un instrument vivant que l'on peut interpréter de manière dynamique au regard des instruments de droit international, mais aussi des avancées et des données scientifiques. Et cela a été rappelé donc, par les avis que j'ai cités de la Cour internationale de justice sur le sujet. Qui est vraiment intéressé puisque ces avis ont évoqué la question des gaz à effet de serre, de la pollution du milieu marin, alors qu'initialement, la Convention de Montego Bay ne traitait pas du tout de ces sujets-là. Et juste pour terminer, la lecture contemporaine de cette convention s'effectue également par le travail des organisations internationales compétentes, donc l'OMI et les institutions qu'elle a établies, donc le Tribunal international du droit de la mer, l'Autorité internationale des fonds marins, également la Commission pour la CLPC, donc pour l'extension du plateau continental. Voilà, donc en participant d'une interprétation dynamique des conventions internationales, donc nous essayons, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et à travers sa direction des affaires juridiques, d'apporter des solutions juridiques concrètes et qui peuvent être rapidement mises en œuvre donc pour participer aux ambitions politiques de la France dans le domaine environnemental et climatique. Merci. Merci, Madame Krajka, pour votre explication juridique du droit de la mer. On va passer à une session de questions-réponses. On va un peu déborder sur le temps. On a jusqu'à 15h45. Ok. J'ai une question très courte. Je me pose la question de savoir pourquoi c'est pas plus dangereux d'opérer une flotte fantôme comme la flotte russe, ou dit autrement, pourquoi les bateaux de la flotte fantôme russe ne coulent pas plus souvent. Merci de votre question. Non, clairement, alors les premiers bateaux, ce sont les pétroliers. Hein. Pétroliers, c'est bateaux simples, hein, même s'ils sont double coque, des normes. Mais non, ils ne coulent pas parce qu'ils sont en bon état. Si on prend la récente flotte qui est due à l'NG, parce qu'en fait, les usines de liquéfaction de gaz russes en Sibérie occidentale sont sanctionnées par les États-Unis pour au moins une d'entre elles. Et les gaziers qui sont plus anciens que les récents sont des navires de très haute technologie. Mais si vous voulez, le coût d'affrètement, même en flotte fantôme, sont très intéressants. Ça se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars la cargaison, quoi. Donc il y a des acheteurs. Des acheteurs. Il suffit en fait c'est une histoire de dépavillonnement. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai trouvé un propriétaire qui est immatriculé dans une chambre d'hôtel de Dubaï. J'exagère pas, hein, c'est ça. Hein. Donc une holding. Et puis je vais trouver alors je ne vais pas faire discrimination, mais je vais trouver un état du pavillon dans une île quelque part aux Bahamas ou même des pays africains. Et ils ne sont pas enregistrés par la LOIS, ils ne sont pas enregistrés pour la FIPOL, c'est-à-dire en cas de pollution, etc. C'est dramatique. Et c'est beaucoup plus prégnant pour cette flotte qui vient surtout du pétrole, qui vient de l'Oural, de la Baltique. Parce qu'à la Baltique, les Danois comme les Suédois, enfin surtout les Danois, dans le Kattegat, etc., ils voient passer leurs bateaux en détroits internationaux à 1 mille de leur côte, qui sont des navires qui sont tout à fait illégaux, quoi. Donc là, il y a une réponse, je pense. Ça, c'est la marine est sur ces sujets-là. Enfin, mais les bateaux sont relativement en bon état, hein, donc pas un souci. Est-ce qu'il y a... vous voulez compléter, monsieur le commissaire? Non, bien sûr. Donc, on se situe dans des zones de compétition. Flotte grise, flotte fantôme, on voit bien qu'on est sur des choses qui sont un petit peu interlopes.
À ce que je sache, on n'est pas en conflit déclaré avec, les intérêts que représentent ces navires. Intérêts qui sont, du reste, je pense que c'est utile de le savoir, souvent assez mixés, hein, parce que tout ça est pas si direct et pas si clair, hein. Il y a beaucoup d'intérêts croisés finalement dans ce circuit-là qui permet encore à la Russie d'exporter ses énergies fossiles. Donc, possible rétroaction. Et puis évidemment, on est encore dans un pays qui respecte le droit. Donc, voilà, je pense qu'on peut s'en féliciter aussi malgré tout. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Monsieur? Alors, merci beaucoup. Alors, c'est pas en soi une question qui est forcément liée au dérèglement climatique et au réchauffement climatique, mais plus en ce qui concerne la sécurisation de nos domaines maritimes et de l'usage potentiel des drones et des satellites couplés à l'intelligence artificielle qui permettrait donc une meilleure sécurisation et aussi potentiellement une moindre utilisation de notre flottille navale. Oui, merci pour la question, hein. Alors, intelligence artificielle et drone, c'est un peu les concepts valises qui sont la réponse à tous nos problèmes. Mais quand on creuse un peu, c'est un peu plus complexe que ça, naturellement. On fait feu de tout bois, en fait, tout simplement, parce que les espaces dont je vous ai parlé, ils sont tellement immenses que de toute façon, on peut se priver d'aucun moyen. Donc, généralement, ce qu'on essaie de constituer, c'est des défenses par couche. Donc, du plus loin avec la focale la plus large, c'est-à-dire le satellite, au plus près et au plus lent avec le navire qui sera en mesure d'intervenir, avec entre les deux des moyens aériens qui soient pilotés ou pas, en effet. Et je me permets un court instant autopromo. Vous avez une revue qui est sortie, un dossier de la Revue internationale et maritime qui porte sur la géopolitique des données maritimes en juin dernier. Donc, vous avez cette question de la fusion de l'information, des données satellitaires, de véhicules autonomes comme les drones, mais aussi de tout ce qui peut être issu de surveillance de l'environnement, à travers notamment toutes les bouées et les capteurs que peuvent déployer les instituts scientifiques qui portent sur l'environnement, comme en France, l'IFREMER ou des laboratoires comme l'Océan, et puis aux États-Unis, l'Administration nationale pour les océans et l'atmosphère, la NOAA. Je crois qu'il y avait une autre question ici. Oui, merci. Je réagis par rapport à l'exposé de M. Jameau. Donc, vous avez parlé de l'activité illicite ou criminelle dans les eaux. Apparemment, vous parliez surtout des eaux territoriales françaises qui sont immenses. Deuxième territoire national mondial et difficile à contrôler. Qu'en est-il si je prends les choses dans un angle un petit différent? La réaction à la pêche industrielle, je pense particulièrement, il y a le Maroc où il y a des sociétés qui prennent le poisson qui autrefois était dévolu aux petits pêcheurs locaux. Mais il y a l'exemple du débouché de la mer Rouge au large des côtes de Somalie, où la pêche industrielle a ruiné la pêche familiale locale et où certains pêcheurs, anciens pêcheurs, se sont transformés en pirates, extrêmement habiles d'ailleurs, puisqu'ils escaladaient des bateaux. Moi, enfin, quelle habileté quand même. Et du coup, la Marine nationale a exercé, dans certains cas, une répression là-dessus. Est-ce qu'il y a un retour à une activité traditionnelle après une telle transformation? Est-ce qu'il y a un dialogue, un vrai dialogue entre un pays puissant comme la France et puis la Somalie? Voilà, je pose la question. Merci. Oui, un peu par plaisanterie, je vous parlais finalement du côté carnet à souche, etc. C'est évidemment pas la réponse. Quand on intervient, presque envie de dire, il est déjà trop tard.
Ça veut dire que le phénomène de pêche illégale a prospéré et il est déjà en train de produire des effets, et les effets dont vous parlez, c'est-à-dire un appauvrissement, d'où le développement de réseaux criminels et des stratégies de contournement pour aller chercher finalement de quoi survivre. Ce que vous décrivez, ça s'est passé effectivement en mer Rouge. Ça se passe aussi dans le golfe de Guinée, hein, où il y a une pression de pêche illégale, notamment d'origine asiatique, très forte. Donc, il y a plusieurs leviers. Là, je sors un petit peu finalement du côté marine nationale, mais lorsqu'on intervient, d'abord, c'est soit on est en haute mer ou dans le cadre d'accords bilatéraux, parce que on n'a pas vocation à intervenir dans les eaux territoriales d'États étrangers. Ça, c'est tout à fait évident. Par définition, ils sont souverains chez eux. On peut le faire par le biais d'accords bilatéraux, notamment en embarquant des inspecteurs des pêches de ces États côtiers, donc pour leur servir finalement de plateforme dont ils sont souvent dépourvus, hein. Donc ça leur permet d'avoir l'opportunité d'exercer leur souveraineté sur leurs eaux. C'est le premier point au niveau très marine. Et au niveau outre-marine, mais je pense que c'est véritablement là que se situent les réponses. Euh, il faut que ces procédures de police des pêches débouchent sur autre chose que des amendes, des confiscations de bateaux et des confiscations de filets et des condamnations de capitaines. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, de l'iceberg. Là où c'est véritablement efficace dans la police des pêches, c'est quand s'en suivent des mesures de restriction de commerce, donc ce qu'on appelle notamment les mesures cartons de l'Union européenne, qui permettent de délivrer des cartons rouges, des cartons noirs, qui empêchent finalement ces filières-là de commercer et de tirer profit de leur pêche illégale. Là, ça peut porter des coûts assez sévères, parce que ça peut s'étendre à d'autres domaines de commerce, et pas uniquement la pêche, parce que vous allez me dire, la pêche illégale, par définition, elle ne va pas terminer à la criée à Boulogne, hein. Ça, on est bien d'accord. Simplement, quand on commence à avoir l'Union européenne avec ses, je ne sais pas combien de centaines de millions de consommateurs, qui dit, là, je vous interdis non seulement l'accès à vos produits de la pêche, mais potentiellement aussi à d'autres produits, ça fait réfléchir les pays d'origine, et ça peut les amener à prendre des mesures beaucoup plus strictes et sévères, avec des effets. Moi, j'en ai été témoin avec l'exemple que je vous ai cité là, des Vietnamiens qui venaient pêcher en Nouvelle-Calédonie. La simple menace d'un carton jaune, même pas une interdiction, mais la simple menace d'être classé carton jaune par l'Union européenne, ils ont fait la police chez eux à la méthode vietnamienne, quoi. On n'a plus entendu parler. On a une question en ligne de Monsieur Ludovic Auchin que je vais adresser à Julia Tass. Euh, il fait référence à un rapport de la NOAA qui est assez récent et d'une note de la FRS de 2021 qui évoque une possibilité d'élévation du niveau de la mer de 2,5 mètres à horizon 2100, dû notamment à un risque d'effondrement des glaciers, notamment en Antarctique. Est-ce un sujet d'inquiétude? Oui. Euh, Peut-être un peu plus longuement. Oui. Euh, je n'ai pas l'expertise pour répondre scientifiquement à la question de quel va exactement être le niveau d'élévation de la mer à 2100. Mais ce qui est certain, je parlais tout à l'heure d'une incertitude forte. Cette incertitude, elle est d'autant plus forte qu'effectivement, il y a des facteurs comme la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique qui peuvent totalement changer le cours des choses. Aujourd'hui, le Groenland perd énormément de glace, donc il faut imaginer pour l'Antarctique, par exemple, on parle de milliers de mètres d'épaisseur de glace, donc sur un continent entier. Donc, il faut imaginer la quantité de glace que ça représente. Il y a donc à la fois l'élévation de la mer qui est due à la fonte de ces glaces et celle due à la dilatation thermique des mers. Et effectivement, la fonte d'un bout de l'Antarctique, voire de l'Antarctique dans son ensemble, aurait un impact démesuré sur le niveau de la mer autour du monde, qui n'est d'ailleurs contre toute attente, puisque quand on n'est pas scientifique, c'est pas forcément évident. Mais
le niveau de la mer n'est pas le même partout autour du monde. Je crois qu'il y a des différences et donc c'est un peu contre-intuitif, mais je vous invite à vous y intéresser parce que c'est passionnant. Et je vais laisser Valérie Masson-Delmotte préciser les choses. En fait, peut-être, moi, je voulais souligner l'incertitude profonde du côté de ce qui se passe en Antarctique. Depuis quelques années, il y a un recul majeur de la glace de mer. On a également donc une compétition entre un climat plus chaud avec plus de filaments, ce qu'on appelle les rivières atmosphériques bourrées d'humidité, qui peuvent affecter l'Antarctique, parfois déposer plus de neige. Et d'autre part, cette question de l'instabilité de certains secteurs dont on sait par l'échelle géologique, par la compréhension des processus qui peuvent être potentiellement instables, c'est-à-dire si la partie flottante saute avec un océan plus chaud qui l'attaque par en dessous, ça peut conduire inéluctablement à perdre en fait la glace stockée sur des secteurs entiers. Et donc, dans le dernier rapport du GIEC, c'était abordé, donc les projections étaient rapportées pour les différents scénarios socio-économiques par rapport aux processus pour lesquels on avait au moins une confiance moyenne, donc pas ça. Et ensuite, on avait construit une trame narrative physiquement plausible. Donc, si les processus très incertains se déclenchent, alors qu'est-ce que peut être le scénario du maximum de montée du niveau de la mer physiquement plausible? Ça n'avait été présenté que pour le pire scénario climat, mais maintenant on a l'information aussi pour des scénarios intermédiaires. Et ça n'est pas du tout intégré dans la réactualisation en France du cadre réglementaire montée du niveau de la mer, y compris pour des infrastructures critiques, par exemple. Donc, quand on pense à des infrastructures portuaires ou des installations d'infrastructures industrielles sur le littoral, ce n'est pas 60 cm de marge qu'il faut se donner à horizon 2100. Il y a une chance sur deux que ce soit au-dessus. Si on va vers 3 degrés de réchauffement, et après, on sait déjà de toute façon qu'on a acté bien plus d'1 mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. On le sait déjà. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Ah, oui. Pardon, excusez-moi, attendez. On a besoin de vous entendre en ligne. C'est pour Julia Tass. Je n'ai pas bien compris ce que vous parliez. Vous avez parlé de la stratification. De la stratification. En quoi la stratification des océans, en quoi ça constitue une menace? En quoi ça peut provoquer des problèmes? Et donc, je vais endosser mon uniforme de la Marine nationale. Non, pas du tout. Il manque un sous-marinier à cette table. Ah bah voilà, on a un expert à l'arrière. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous, capitaine de frégate Frelin. Donc, je commande le centre interarmé de soutien météo et océanographique des forces à Toulouse. En fait, la problématique de stratification, c'est que le son ne se propage pas en ligne droite dans l'océan en raison des caractéristiques de l'eau, notamment de la salinité, la température. Et donc, les modifications des différentes strates de température de l'océan auront un impact sur la propagation du son. L'impact de la propagation du son en matière de lutte anti-sous-marine, en fait, ça va créer des zones de discrétion pour les sous-marins que vont essayer de chercher les sous-marins. En revanche, les spécialistes comme moi de lutte anti-sous-marine vont essayer de connaître ces zones de discrétion pour faciliter nos chances de trouver les sous-marins. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ce que je voulais dire par stratification, c'est justement le fait qu'il y ait des couches avec une température et une salinité différentes. Et c'est ça qui permet de se dissimuler, pour faire très rapide. Alors là, si, oui. Enfin, là, je vais laisser le ministère des Armées vous répondre. Non, mais c'est tout le principe. Le sonar, c'est comme ça qu'on détecte un sous-marin. Et si nos sonars ne sont pas adaptés à la nouvelle composition océanique, y compris la stratification, on est nous-mêmes plus détectables et on n'est pas du tout adapté à ces nouvelles températures océaniques. C'est la dissuasion nucléaire de la France qui repose sur les sous-marins et la lutte anti-sous-marine. Donc, c'est effectivement une fragilité pour la défense nationale. Il y avait une autre question juste ici, oui. Merci, bonjour pour vos interventions. Je me demandais dans quelle mesure l'insécurité maritime est liée à l'insécurité plutôt terrestre et notamment au terrorisme. Donc on a parlé du golfe de Guinée et de la Somalie.
Je suppose qu'il n'y a pas une simple corrélation entre la situation terrestre et maritime. Donc je me demandais voilà, comment, s'il y avait un lien ou pas, et comment est-ce que le changement climatique vient exacerber justement toutes ces vulnérabilités, tous ces liens entre les deux phénomènes. Merci. Alors, oui, il y a des liens, ça c'est tout à fait attesté. Ça a d'ailleurs été tout à fait bien illustré par la question précédente. Euh, En Somalie, on sait que c'est effectivement la piraterie, elle est pas née de nulle part. Elle est née d'une difficulté d'accès à des ressources alimentaires de base qui étaient auparavant disponibles et qui ne l'étaient plus. Et on peut supposer de toute évidence, comme j'expliquais, qu'à partir du moment où ces ressources alimentaires et la compétition pour les ressources en général, en fait, hein, s'accroît en mer, ça a des conséquences à terre. L'inverse étant vrai, hein, puisque si effectivement on a des sécheresses ou des événements climatiques qui compromettent la survie des gens qui sont sur les franges littorales, ils vont chercher par tous les moyens, parce que c'est vital pour eux, à survivre. Et donc, par définition, toutes les richesses qui passent finalement au large, les flux maritimes qui vont alimenter nos marchés de Noël, bah, tout ça, c'est inévitablement tentant pour quelqu'un qui a faim. Sur la partie changement climatique de votre question, donc on a évoqué les stocks halieutiques qui se déplacent et ça peut mener à de la pêche INN. Vous avez des impacts du changement climatique sur Terre qui vont avoir des répercussions sur les capacités de subsistance de certaines populations. Donc là aussi, en fait, vous avez un transfert, mais pas seulement en fait, c'est à la fois le changement climatique, l'accaparement des terres, le changement d'usage des sols, toutes les pressions environnementales que l'on peut mettre, qui peuvent détruire des écosystèmes sur lesquels se reposent certaines populations. Et donc, ces populations-là vont devoir chercher des moyens de subsistance parce qu'elles ne peuvent plus recourir à certains écosystèmes. De manière plus terre à terre, en fait, vous avez aussi des populations qui font face à la double pression, à la fois de ce qu'il y a sur les terres. Par exemple, vous avez des zones où les populations dans les terres qui font face à des changements climatiques forts vont se déplacer vers les littoraux pour trouver du travail, et souvent parce que c'est là où il y a des grandes zones urbaines. Et ces zones urbaines-là vont faire face à des événements climatiques extrêmes et à un appauvrissement de certaines sources de subsistance. Et donc, nécessairement, tout s'imbrique. Après, de faire des corrélations, c'est très, très compliqué. De pouvoir dire que le changement climatique contribue à la déstabilisation économique et parfois politique de zones, c'est un fait, mais de faire une corrélation exacte entre le changement climatique sur Terre ou en mer et l'appauvrissement de certains moyens de subsistance, donc le fait de se tourner vers des activités illégales, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande énormément d'analyse et l'attribution est beaucoup plus complexe. On va prendre une dernière question dans la salle si on a une. En attendant, j'en ai une en ligne pour vous, Monsieur Baudu, sur l'ouverture des routes arctiques, qui est souvent présentée comme une opportunité commerciale, alors même que la région se militarise rapidement. Et je rajouterai, enfin c'est plutôt une déclaration qu'une question, et je rajouterai, est-ce un mythe ou une réalité? Parce que vous avez commencé à l'évoquer dans votre exposé et vous n'avez pas eu le temps de le développer. Alors, il y a deux types de trafic pendant la période estivale, mais un petit peu aussi pendant la période hivernale avec des bateaux spécialisés qui sont des méthaniers brise-glace. En fait, c'est le trafic dit de destination. En gros, c'est que dans un sens. Ça part de la Sibérie occidentale, c'est-à-dire en fait, c'est là où il y a des usines de liquéfaction de gaz, comme je l'ai évoqué la fois dernière. Il y a aussi du minerai, des minerais rares, avec une ville qui s'appelle Norilsk, et puis également potentiellement du charbon et du pétrole. Et donc ça, ce sont des économies vitales pour la Russie. L'Arctique, uniquement les hydrocarbures, c'est 15% de son PIB. Donc la politique de Poutine ou n'importe quoi, c'est de dire qu'il faut, j'en ai besoin. Donc ils te mettent tous en place avec à la russe, hein, c'est-à-dire avec des décrets et une politique tout à fait pour exporter leurs hydrocarbures et leurs minerais, et effectivement, à très grande majorité vers l'Asie, puisqu'en fait, de plus en plus, sous la pression des Américains, le gaz notamment, hein, on importe encore 20% de gaz russe, hein, mais c'était voté là très récemment par l'Union européenne. On a jusqu'à 2027 pour trouver une alternative qui sera américaine. Et le deuxième type, donc ça ce sont des choses que la Russie essaie d'organiser en construisant des brises-glaces spécialisées pour pouvoir essayer de, au moins la partie estivale, de le faire du côté de l'Europe et puis l'été, du côté asiatique. Et puis en hiver, ils font le tour par Suez.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dont on parle beaucoup, mais là, c'est pareil, ça, vraiment, c'est ça qu'il faut véhiculer comme information, c'est le transport dit à temps, c'est-à-dire en fait de transit. C'est-à-dire, en gros, c'est les navires qui partent de Chine, du Chine du Nord, hein, donc c'est-à-dire les plus grands ports, Shanghai, etc., et qui vont vers l'Europe, l'Europe du Nord, hein, pas la Méditerranée. Là, effectivement, on gagne, c'est dans le narratif, c'est 30% de temps, 30% d'exploitation, etc. Ça, à condition que ce soit un modèle qui repose uniquement sur les périodes estivales, certes qui sont de plus en plus importantes, mais là aussi, on reste sur des chiffres qui sont uniquement à l'heure actuelle que des porte-conteneurs dits chinois, donc qui vont des ports chinois vers l'Europe pour transporter, ou un peu la Russie qui transporter du matériel en gros en vrac, et un petit peu de conteneurs, enfin surtout, mais il y a 14 bateaux cette année, c'est tout. Cet hiver, il y en a 14. Je vous dis, en termes de volume, par an, c'est 39 millions de tonnes de transit de destination et de transit de voyage par les porte-conteneurs sur un an, ce qui représente à peu près le volume d'un jour à Suez. Donc, si vous voulez, on n'a pas la même échelle, hein. C'est pas que je suis en train de dénigrer le trafic maritime, qui effectivement, on en reparlait ce matin, pour des conséquences environnementales, mais le trafic, il est relativement léger. Et donc, voilà, pour répondre à la question directement, le transit de porte-conteneurs, si ça avait intéressé CMA, Maersk et MSC, etc., il y a longtemps qu'ils y seraient. Ils se sont déclarés ne pas vouloir y aller pour des questions environnementales. Certes, c'est une bonne déclaration, mais si un jour ce schéma-là est intéressant, croyez-moi, les compagnies porte-conteneurs, ils iront, quoi. Mais ils n'iront pas désorganiser, si vous voulez, toute une structure qui est très, très, très lourde, c'est-à-dire organiser des ports, acheter des ports, etc., toute une logistique qui est très bien établi depuis des décennies par Suez. Et puis, il y a des ports intermédiaires. Si vous faites la Chine vers l'Europe, il n'y a aucun port intermédiaire. Si vous allez à Pevek ou à Dixon en Russie, c'est un village de pêcheurs, c'est tout. Donc, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de nécessité. Là, actuellement, le transport de transit à temps pour les porte-conteneurs, c'est uniquement des histoires politiques, hein, donc de politique bilatérale entre la Russie et la Chine. Merci beaucoup, mais on n'a plus le temps pour une prochaine question. Merci beaucoup d'être venu pour cette table ronde. Merci aux panélistes. La prochaine table ronde sera sur l'Amazonie avec le général Jean-Christophe Saint-Yves et le général Xavier Busson pour un regard très opérationnel, et Mathilde Jourde, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, qui pourra apporter un regard très opérationnel sur l'Amazonie face au changement climatique. Merci.